affirmation qui mène à la croyance. Et ce que tu crois devient une conviction profonde. Les choses commencent alors à se réaliser. Cinq, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Radio X Files avec Christian Page et Marceau de Radio X. Bienvenue sur les ondes de choix 98.1 Radio X en ce magnifique vendredi soir, la fin de semaine qui commence. Ben oui, relaxé. Je suis en compagnie de Christian Page, qui est l'animateur principal de cette émission. Et ce soir, on parle de psychologie et de paranormal. Salut Christian! Salut Yannick! Ça va bien? Oui, ça va bien. Ouais, pleine forme. Pleine forme, mais j'ai hâte que l'hiver finisse. C'est parce qu'on a eu des sursauts du printemps, hein, il y a de ça quelques jours, puis après ça, la grosse tempête de neige. Fait que des fois, ça tape un peu sur le moral, mais on lâche pas, ça s'en vient. Oui, le pire est passé. Là. Ah, oui. Je veux dire ça, on arrive au mois de mars, donc le printemps dans 3 semaines, donc ça sent, je sais pas pourquoi, mais ça sent la Camaro. Ça s'en vient. J'ai vu des petits oiseaux là, se creuser aussi, là, donc assez bon signe. Ouais. Le printemps ne nous abandonnera pas. Ce soir, le sujet principal de la soirée, c'est la psychologie et le paranormal. Le paranormal. Et en fait, lorsque j'ai présenté cette émission-là pour quel est le sujet de l'émission, quand les gens me demandaient c'était quoi, j'ai dit ça va être une entrevue avec on a le docteur Renaud Évrard qui va intervenir un peu plus tard. Et pourquoi? Parce que au Québec, par exemple, si tu vis une expérience étrange et mystérieuse, Yannick, tu as à peu près aucune place pour pouvoir confier ton expérience. Bon, tu peux toujours te tourner vers les chasseurs de fantômes ou ces gens-là, parce que tu dis, je vis des expériences étranges. On pourra revenir là-dessus, là, mais disons que les chasseurs de fantômes, c'est pas nécessairement, ou les amateurs de phénomènes paranormaux ne sont pas nécessairement les oreilles les plus bienveillantes pour écouter le témoignage. C'est ça. Puis j'ai pas la prétention d'être une étude scientifique en soi, là, mais de mon côté, si je vis une expérience étrange que je trouve inexplicable et que j'ai des doutes que ce soit quelque chose qui fait en sorte que ça se peut qu'on me juge, ça se peut que j'en parle pas. Fait que j'ai l'impression qu'il n'y a pas juste moi qui pense comme ça. Tu as tout à fait raison. Ouais. Donc, moi, les gens m'écrivent. Il y a plein de gens qui m'écrivent pour me dire j'ai vécu une expérience et on sent que ces gens-là ont envie de confier leur expérience parce que ça les a troublés, ça les a marqués, ils ont envie de communiquer, mais malheureusement, c'est difficile de trouver de trouver une oreille bienveillante, mais en même temps une personne qui ne jugera pas l'expérience, qui jettera pas un regard quelconque là-dessus en jugeant l'individu. Bon, et on n'a pas beaucoup de ressources ici au Québec pour ce genre d'expérience-là. Et heureusement, il y a 2 éléments sur lesquels, faut bien l'avouer, la France nous devance. Je l'ai souvent mentionné, la France est le seul pays industrialisé là, qui fait partie du groupe du G20, là, qui a au sein de ses propres services de recherche dans le domaine de l'aérospatial, ils ont un service qui collige les informations sur les ovnis, qui s'appelle le GEPAN, Groupe d'enquête et d'information sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. La question ici n'est pas de se prononcer sur oui ou non les ovnis sont-ils des engins extraterrestres ou non. Là. Le GEPAN est un service public où les gens voient des observations, voient des choses dans le ciel, ils ont besoin de communiquer leur observation et le GEPAN fait ce travail-là, donc il collige les informations sur les ovnis. Je dois t'avouer, Yannick, qu'il y a à un moment donné, dans des conversations de coulisses avec les dirigeants du GEPAN, on me confie qu'il y a quelques années, lors d'un audit auprès des services publics français, il a été question de fermer le GEPAN. On s'est dit, plus la science avance, plus on collige de façon adéquate les informations. Et depuis quelques années, le GEPAN s'est assuré des collaborateurs sur le terrain, ce qu'il ne faisait pas avant.
GEPAN. Il a fallu attendre Xavier Passot, qu'on a eu en entrevue, c'était la saison dernière, je crois, qui a été pendant quelques années le directeur du GEPAN. Et c'est lui qui a mis en place la possibilité de communiquer avec des, entre guillemets, des ufologues sérieux, parce qu'il y en a. Hein. Il y a plein d'illuminés, mais il y a quand même des gens qui font un travail sérieux de collecte d'informations sur les ovnis, donc des ufologues sérieux. Et avant, le GEPAN ne vivait qu'en vase clos, c'est-à-dire il y avait 3-4 enquêteurs au sein du GEPAN. Il fallait que l'information ou l'observation rapportée soit très importante pour que des gens du service du GEPAN, le GEPAN, c'est une petite unité au sein du CNES, le Centre national des études spatiales. Donc, il fallait que l'information soit très importante pour qu'on déplace un enquêteur sur le terrain. Et c'est ce qui fait que le nombre de cas dits non identifiés était relativement élevé. On parlait presque à un moment donné, là, je me rappelle, au début des années 2000, on parlait presque de 20% d'observations non identifiées dans les archives, dans les dossiers du GEPAN, alors que les recherches menées ailleurs dans le monde sur de courtes périodes de temps, comme par exemple les études menées par l'armée américaine dans les années 60 et dans les années 50 et 60, amenait plutôt le nombre d'observations à 5-6% de non-identifiés, 10% au maximum. Alors, le GEPAN était à 20%. Mais depuis le passage de Xavier Passot s'est assuré d'avoir, dans différentes régions de la France, une collaboration avec des ufologues locaux, des ufologues reconnus pour leur sérieux. Et lorsqu'il y avait des observations qui étaient rapportées au GEPAN, à défaut de pouvoir envoyer un enquêteur du GEPAN, parce que le GEPAN est situé, le bureau, le siège social est à Toulouse, à défaut d'envoyer un enquêteur sur le terrain, on communiquait avec des ufologues locaux qui pouvaient rapidement aller rencontrer les témoins et colliger l'information. Et avec ce service-là, on a vu des observations d'objets non identifiés passer de 20% à peu près 5%. Donc, on s'est dit, bon, maintenant qu'on a dégraissé tout ça, le nombre d'observations non identifiées est relativement bas, presque négligeable, hein, parce que quand on tombe sous la barre du 5%, on peut dire que sur le plan statistique, ça devient négligeable. Et des gens, lorsqu'il y a eu donc cette révision des services publics français, des gens ont dit, est-ce que ça vaut la peine encore de maintenir en place le GEPAN, puisqu'il n'y a pas là-dedans de véritables menaces à cause de le peu de cas non identifiés ne menacent pas la sécurité nationale du territoire français. Et ensuite de ça, il n'y a rien là-dedans qui nous permet de croire qu'on est visité par des extraterrestres. Donc, l'intérêt scientifique d'étudier ces observations ou d'espérer tirer des avancements technologiques autour de ça, c'est à peu près nul. Donc, on s'est demandé pourquoi est-ce qu'on maintient le GEPAN. Et finalement, la décision a été prise de conserver le GEPAN parce que ça rend service aux gens. Les gens ont une place. Ils ne sont pas laissés à eux-mêmes. Des gens voient des phénomènes dans le ciel qu'ils n'arrivent pas à expliquer et qui, pour eux, sont souvent est très, très curieux, très mystérieux. Et là, avec le GEPAN, même si éventuellement, après enquête, on découvre que ce n'était finalement qu'un ballon sonde, que ce n'était que la planète Vénus, que c'était un reflet sur des nuages, peu importe, au moins les gens ont le sentiment qu'ils ne sont pas laissés à eux-mêmes. Ils ont quelque part où ils peuvent confier leur observation, quitte à ce qui va se passer ensuite déterminera si oui ou non ils avaient raison de croire que c'était non identifié. Donc ça, c'est vrai pour les ovnis. Donc la France a ce service-là qu'elle maintient en place, qui est le GEPAN, et ils ont autre chose. La France a autre chose, mais là, elle n'est pas unique sur l'échiquier européen. Il y a l'Allemagne également qui s'est dotée de ça. Ça existe également dans des pays scandinaves. Ils se sont dotés d'un service qui s'appelle le CIRCE. Et le CIRCE, c'est un acronyme qui veut dire Centre d'information, de recherche et de consultation sur les expériences exceptionnelles. Et le docteur Évrard, qu'on reçoit ce soir à l'émission, est un des fondateurs de ce centre d'information, du CIRCE. Et le CIRCE, ce qu'il a d'exceptionnel, c'est qu'il accueille les témoignages, mais dans un cadre de recherche. C'est-à-dire que les gens, notamment Renaud Évrard, c'est un type qui s'intéresse, il a une formation dans les domaines de la santé mentale, il est psychologue, mais il s'intéresse depuis des années aux phénomènes paranormaux, à la parapsychologie. Il est également l'un des fondateurs du CIRCE, mais il est également le directeur, le président de la Society for Psychical Research, tu sais, la parapsychology
Psychological Society. Donc, c'est pas le moindre, là. C'est l'organisme international le plus prisé lorsque l'on parle de phénomènes paranormaux ou de perceptions extrasensorielles. Et Renaud Évrard en est également le président. Donc, il y a cet intérêt bien marqué pour les phénomènes paranormaux. Et donc, ce n'est pas seulement une consultation. C'est pas simplement monsieur qui croit avoir été possédé par le démon, puis là, il a besoin de rencontrer un psychologue ou un psychiatre. Bien sûr, le CIRC, comme il est composé, beaucoup de ces intervenants sont des experts, des gens qui ont des formations dans le domaine de la santé mentale, en psychologie, par exemple. Bien sûr, ils vont pouvoir offrir ce service-là de soutien à la personne qui dit avoir vécu une expérience, on dit des expériences anormales, mais le véritable terme, c'est plutôt une expérience anomale, parce que anormal, c'est quelque chose qui sort du normal, alors que dans la réalité, est-ce que la télépathie est une expérience qui est anormale ou c'est simplement quelque chose que l'on comprend pas bien? Donc, en ce moment-là, on préférait utiliser le qualificatif de anormal. Donc, ce sont des expériences anomales. Donc, les gens peuvent avoir besoin d'un support psychologique lorsqu'ils vivent ce type d'expérience, mais parfois, ils ont simplement besoin de communiquer l'information pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que je suis normal d'avoir fait à répétition, par exemple, des rêves prémonitoires? Et là, par exemple, j'ai vécu ou j'ai rêvé au décès de mon père et 3 semaines plus tard, il est décédé exactement dans les conditions que j'ai rêvé. Donc, j'ai pas vraiment besoin d'un suivi psychologique. Là, c'est pas ça que j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de comprendre l'expérience. Donc, en rencontrant les gens du CIRC, on joue sur les deux tableaux. C'est-à-dire que si des gens ont besoin d'un support, ils vont le trouver au CIRC, mais en même temps, s'ils ont besoin de mieux comprendre, de mieux, entre guillemets, exorciser l'expérience qu'ils ont vécue, ils ont besoin de rencontrer des gens qui sont des spécialistes des phénomènes paranormaux et veulent en parler de manière ouverte et bien sûr, sans être jugés, parce que les gens qui sont là, ce sont des gens qui sont particulièrement férus de phénomènes paranormaux, alors ils peuvent trouver cette écoute bienveillante. Et ça, on n'a pas ça ici au Québec. Donc, lorsque les gens vivent des expériences de ce type-là, malheureusement, ils n'ont pas de place vers qui ou vers quoi se tourner. Et moi, ça m'arrive de recevoir des courriels, des gens qui m'écrivent en me disant « J'ai vécu une expérience extraordinaire, Monsieur Page, faut que je vous en parle, j'ai besoin d'en parler. » Malheureusement, je ne peux rien pour eux. Là. J'ai besoin d'aide, aidez-moi, mais je peux pas rien faire. Tu comprends? Moi, Christian Page, je suis un journaliste, là, je suis pas un psychologue, je suis pas un psychiatre, je suis pas un sociologue. Donc, je suis excessivement limité et je n'ai pas de voie de garage sur lesquelles je pourrais... où il pourrait se dire, bon, ben au moins, de ce côté-là, je vais trouver une oreille attentive ou non. Fait que ça, c'est un peu malheureux, mais bon, espérons qu'éventuellement, on verra apparaître au Québec un mécanisme comme celui du CIRC, mais pour l'instant, ça n'existe pas. Alors, malheureusement, c'est comme ça. Et donc, je reçois en deuxième partie d'émission, il y a quelques 2 ou 3 semaines à peu près, j'ai eu une longue conversation, un long échange avec Renaud Évrard, et on a justement parlé du rôle de la parapsychologie, la création du CIRC, et c'est cette entrevue que je vais vous faire entendre dans la deuxième partie de l'émission. Puis, en même temps, je me pose une question comme ça, Christian. Si jamais un juge de la Cour suprême voyait quelque chose et décidait de sortir dans les médias, si jamais un avocat ou si jamais un politicien, tiens, mettons un ministre sortait en disant « Moi, j'ai vu quelque chose, puis c'est quelque chose d'inexplicable », les gens commenceraient peut-être à allumer un peu que ça se peut que ça existe, qu'il y a des choses qui soient inexplicables. Mais ils le font pas, ils préfèrent garder l'anonymat ou rien dire à personne parce qu'ils veulent pas faire rire d'eux. Là, on entre dans un autre univers. Et c'est assez amusant parce que à 2 reprises, j'ai posé cette question-là. Il y a quelques semaines, on avait reçu Pascal Catala qui nous avait parlé des apparitions de fantômes. Oui. Et à un moment donné, en cours d'entrevue, je lui pose la question parce que, elle est membre du... il faut savoir qu'à Paris, il y a l'Institut métapsychique international qui fait de la recherche très sérieuse et rigoureuse sur les phénomènes de perception extrasensorielle et sur les phénomènes annexes également, comme les apparitions, les fantômes et tout le reste. Et quand j'ai posé la question à Pascal Catala, je lui demande à un moment donné comment on explique cette espèce de
cette résistance qu'il y a de la part de la communauté scientifique bien pensante, entre guillemets, et les recherches menées en parapsychologie. Parce que, puis nous-mêmes, on a fait l'expérience, hein, c'est la saison dernière, on a reçu Serge Larrivé, qui est un professeur à Montréal, professeur à l'UQAM, je crois, et qui a écrit un ouvrage, hein, qui était « Quand le paranormal manipule la science », je crois. Et son discours, il est tout à fait éclairé, là, et ses positions sont tout à fait défendables, mais il y a eu comme si tu me permets, il y a eu comme un dérapage. À un moment donné, au moment où on abordait la question des phénomènes paranormaux, Serge Larrivé dit « Oui, mais la recherche en parapsychologie n'ont rien donné, ils n'ont pas de résultats. » Et c'est là que je me saisis, je me dis « attends une minute. Ça, c'est de la désinformation. Là, ici, on voit clairement le travail de martelage que fait ce que moi j'appelle les associations pseudo-sceptiques, hein, qui sont plus proches du nihilisme. Mm-hmm. Donc, c'est ce martelage de dire les ovnis, il n'y a rien là-dedans, la parapsychologie, il n'y a rien là-dedans. Et malheureusement, des gens des milieux académiques vont se laisser un peu attraper là-dedans. Ils tombent un peu dans ce piège-là. Autant tu peux tomber dans le piège de croire n'importe quoi, mais il faut faire attention pour pas tomber aussi dans le piège du « il n'y a rien du tout ». Et quand on regarde, c'est pour ça que quand on avait reçu Serge Larrivé, je pense que la semaine d'après, j'avais fait une intervention très claire à ce sujet-là. Quand on regarde ce qui a été fait depuis un siècle, en fait 150 ans dans le domaine de la parapsychologie, d'ailleurs, on va l'évoquer aussi avec Renaud Évrard ce soir. Il a écrit d'ailleurs un excellent ouvrage qui s'intitule « Enquête sur 150 ans de parapsychologie ». Ce que l'on voit, c'est qu'il y a cette recherche en parapsychologie, elle a été menée dans les règles de l'art, elle a été menée par des scientifiques reconnus, qui ont appliqué la méthode scientifique, et ils ont, contrairement à ce que peut dire Serge Larrivé, et malheureusement, beaucoup de gens des milieux académiques qui n'ont pas pris le temps de regarder les chiffres. Tu comprends? C'est plus facile de dire, comme les sceptiques disent qu'il n'y a rien là-dedans, il doit y avoir rien là-dedans. C'est beaucoup plus facile ça que de se pencher puis de regarder quels sont les travaux, qu'est-ce qui a été publié, qu'est-ce qu'on retrouve dans les périodiques scientifiques qui sont consacrés à la parapsychologie. Parce que l'association parapsychologique internationale, dont Renaud, l'International Psychological Society, à laquelle dont est président Renaud Évrard, que ce soit l'Institut métapsychique à Paris ou la Society for Psychical Research à Londres, ces gens-là sont composés principalement de gens dans des milieux académiques. Ils ont mené de la recherche de manière très rigoureuse et ils ont obtenu des résultats statistiques très intéressants. Mais malheureusement, ce n'est pas publié. Tu verras pas ça dans les pages du 7 jours ou du lundi. Tu comprends? Il faut prendre la peine de lire les périodiques scientifiques qui sont publiés par ces organisations et de voir un peu quels sont les travaux qui sont faits, qu'est-ce qu'on retrouve d'ailleurs dans des colloques internationaux ou des colloques qui se tiennent de manière annuelle, par exemple, à l'IMI ou de la Société de recherche parapsychologique. Donc, il faut prendre le temps de lire ça. Et c'est plus facile de dire, il n'y a rien là-dedans. Quand on regarde les faits, c'est pas comme ça que ça se passe. On s'aperçoit qu'il y a plus que qu'est-ce qu'on pourrait croire. Malheureusement, tu as tout à fait raison, avec ce martelage, on a l'impression que la communauté scientifique, on le comprend, les scientifiques ont souvent autre chose, d'autres chats à fouetter que de s'intéresser à ce qui se passe dans les milieux de la parapsychologie. Malheureusement, quand ces mêmes scientifiques disent « la parapsychologie, c'est rien, il n'y a rien là-dedans, la perception extrasensorielle, c'est un dossier vide », là, il est clair que lorsqu'ils s'expriment de cette manière-là, ils ne s'expriment pas en connaissance de cause, mais ils s'expriment en fonction de leurs propres préjugés sur le sujet. Et ça, c'est malheureux. Donc, là, on a toute une communauté qui vit avec ce préjugé. Et lorsque des gens, par exemple, sortent de l'ordinaire, sortent du garde-robe, si je puis dire, pour dire, voilà, on a vécu des phénomènes étranges ou mystérieux, ben là, c'est sûr qu'il y a toute une communauté qui vont dire, ouais, ben là, peut-être que t'en avais fumé du bon soir-là, t'avais peut-être pris un petit coup, et là, bien sûr, on va torpiller la crédibilité de la personne qui dit qui tient ce genre de discours. Mais pourtant, des recherches rigoureuses menées par des organisations rigoureuses, par des scientifiques qui ont appliqué des bonnes méthodes de la science, arrivent à des résultats qui laissent. C'est pas une preuve, on n'a pas une preuve définitive, mais on a des preuves statistiques qui semblent bel et bien démontrer qu'il y a quelque chose qui se passe, qui semble pour l'instant échapper à toute forme d'explication scientifique. Maintenant, on parle de l'actualité et des éphémérides. On commence avec le tombeau de Néfertiti. Oui, allons-y pour nos actualités de la semaine. Écoute, ce tombeau de Néfertiti qui
qui occupe une place dans l'actualité. Ensuite, on l'éclipse. Là, il revient parce qu'on en avait parlé d'ailleurs l'an dernier. Bon, toute cette histoire-là du tombeau de Néfertiti est apparue il y a quand même 3 ou 4 ans, je crois que c'était en 2015, où des archéologues ont commencé parce il y a différents projets actuellement qui ont cours en Égypte, où on étudie les anciens monuments de l'Égypte antique, donc les pyramides, la vallée des rois, tout ça. Et on utilise notamment des systèmes non invasifs. Là, tu comprends qu'on ne fait pas sauter des murs à la dynamite. On utilise par exemple des géosonars ou des trucs comme ça pour voir s'il n'y aurait pas derrière des murs, derrière des pierres, il n'y aurait pas des cavités ou des choses qui pour l'instant ont échappé aux archéologues. Et en 2015, on avait passé un peu au crible le tombeau du pharaon Toutankhamon dans la vallée des rois. Tombeau qui, je te le rappelle, a été découvert en 1922 par l'archéologue Howard Carter et qui demeure à ce jour le seul tombeau pharaonique découvert qui n'avait pas été pillé dans le passé. Parce qu'on a trouvé d'autres tombeaux royaux, mais lorsque les archéologues ont pénétré dans les tombeaux, c'était pour découvrir que des pilleurs de tombes étaient passés avant eux et s'étaient emparés de toutes les richesses. Et ça s'est produit généralement à l'époque contemporaine des pharaons, c'est-à-dire que quelques semaines après le décès du pharaon, quelques semaines après qu'il soit mis au tombeau, des pilleurs de tombes ont pénétré à l'intérieur et ont pillé les tombes. Donc quand les archéologues quand l'égyptologie est née, là, quelque part là, au 19e siècle, dans la deuxième moitié du 19e siècle, quand les archéologues ont commencé à faire des recherches, à pénétrer dans des tombes, les tombes qu'ils découvraient étaient déjà pillées depuis 4000 ans. Donc, on n'a rien trouvé. Le seul tombeau là, qui était demeuré intact, c'est celui de Toutankhamon. Et c'est amusant parce qu'on en parle beaucoup de Toutankhamon, mais c'est un tout petit pharaon. Hein. C'est pas un pharaon qui a eu un rôle très important dans les politiques de l'Égypte antique. Et il est décédé très jeune. Hein. Il avait entre 16 ou 19 ans quand il est décédé. Et il a pas fait des choses extraordinaires. C'était pas un pharaon qui avait le panache d'un Ramsès II, par exemple. C'est un tout petit pharaon. Mais pourtant, son tombeau était excessivement riche, extraordinaire, fabuleux. Donc, on peut essayer de s'imaginer à quoi devait ressembler le tombeau de Ramsès II, par exemple, qui était un très, très grand pharaon. Néanmoins, donc, le tombeau de Toutankhamon, il attire énormément de visiteurs. D'ailleurs, faut le dire, hein, si vous allez en Égypte et vous voulez visiter le tombeau de Toutankhamon, vous ne visitez pas le tombeau de Toutankhamon, on a fait une réplique à côté et les gens visitent donc la copie. Pas le véritable tombeau, un peu comme les grottes de Lascaux. Et ça, c'est vrai depuis quelques années. Je dirais, je pense que ça fait 5 ou 6 ans, peut-être même 10 ans maintenant, qu'on a construit cette réplique du tombeau de Toutankhamon pour protéger l'intérieur de l'original, parce que les gens qui visitaient le tombeau, évidemment, avec la respiration, le monoxyde de carbone, tout ça, ça affectait les peintures sur les murs. Et donc, on a décidé de construire un second tombeau. Donc, les gens qui visitent le tombeau de Toutankhamon voient en fait la copie. Cela étant dit, il y a en 2015, des archéologues se sont rendus dans le tombeau de Toutankhamon. On a procédé à un système on a comme vérifié, on a utilisé des géoradars pour essayer de voir s'il n'y avait pas des choses mystérieuses qui y avaient échappé aux archéologues. Et là, on a découvert que dans la chambre funéraire, derrière l'un des murs de la chambre funéraire, là où la peinture d'ailleurs a le plus souffert. Hein. Quand on regarde sur les 4 murs, il y a un mur où les peintures sont beaucoup plus endommagées. Et là, les scientifiques se sont dit, pourquoi est-ce que ce mur-là est plus endommagé que les autres? Peut-être parce que l'humidité, la chaleur, la température ne se dissipent pas de la même façon sur ce mur-là qu'ailleurs. Donc, on a passé le mur avec une espèce de système de rayons X. Et là, on a l'impression qu'il y avait, en 2015, c'est ce qu'on avait déclaré, il y avait probablement une cavité derrière ce mur. Et là, évidemment, ça fait fantasmer parce que là, j'en arrive à Néfertiti, parce que Néfertiti, ce n'est pas la mère de Toutankhamon. Hein, j'ai lu à plusieurs reprises dans la presse des articles qui évoquaient ça. Ils disaient, la mère de Toutankhamon, c'est Néfertiti. Néfertiti n'était pas la mère de Toutankhamon. C'était l'une de ses mères, entre guillemets, si je pourrais dire, parce que Toutankhamon, il est le fils du pharaon Akhénaton. Mais sa mère, en fait, c'est une momie on a trouvé comme je l'ai mentionné, on a trouvé plein de momies là, au 19e siècle. Il y a une momie qu'on a trouvée à la fin du 19e siècle qu'on a appelée la jeune femme. Elle n'a pas de nom, mais on l'appelait simplement la jeune femme. Et cette jeune femme était l'une des épouses d'Akhénaton. Et les tests ADN sur la momie de Toutankhamon et les tests ADN menés sur cette épouse d'Akhénaton, donc la jeune femme, montrent
là qu'il y a bel et bien un ADN correspondant. Cette jeune femme, c'est la mère de Toutankhamon. Mais parmi les épouses d'Akhénaton, donc si je peux dire les belles-mères de Toutankhamon, il y avait la reine Néfertiti, qui elle, visiblement, Néfertiti est la mère de la demi-sœur de Toutankhamon. Donc, c'est assez complexe, hein, cette... Mais Néfertiti est en fait la grande épouse royale, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'était la grande épouse royale d'Akhénaton, même s'il avait d'autres épouses, d'autres maîtresses qui ont engendré des enfants. Certains de ces enfants ont eu des rôles légitimes, comme Toutankhamon. Mais l'épouse favorite, la numéro 1 auprès d'Akhénaton, c'était Néfertiti. Or, on n'a jamais retrouvé le tombeau de Néfertiti. Et le tombeau de Toutankhamon, il a une particularité. Il est un peu désaxé par rapport à d'autres tombeaux dans la vallée des rois, mais en même temps, c'est un petit tombeau. C'est-à-dire que très rapidement, il y a le corridor qui amène à l'antichambre et aux côtés de l'antichambre, il y a la salle funéraire. Il est petit, on s'enfonce pas profondément dans le sol. Et c'est une particularité du tombeau de Toutankhamon, ce qui a amené des égyptologues à se dire, est-ce que le tombeau de Toutankhamon ne serait pas un tombeau qui aurait été fabriqué à la sauvette, à l'entrée d'un plus grand, plus vaste tombeau? Et ce plus vaste tombeau, ça fait rêver. Et si c'était le tombeau de la belle-mère de Toutankhamon, de cette Néfertiti, grande reine d'Égypte, qui a d'ailleurs régné un temps comme pharaon, est-ce que c'est pas à ce moment-là, si le tombeau de Toutankhamon n'avait pas été pillé, on peut espérer que le tombeau derrière, si tombeau derrière il n'a pas été pillé lui non plus, et si ce tombeau était celui de la reine Néfertiti. Donc, évidemment, il y a toutes sortes de fantasmes qui se sont lancés là, que tout ça a engendré. En 2015, il y a eu cette première recherche qui est venue, semble-t-il, dire qu'il y avait peut-être quelque chose derrière le tombeau de Toutankhamon. Ensuite, d'autres analyses qui ont été faites entre 2015 et 2018 à peu près sont venues tempérer cette découverte-là. Et puis, en 2018, une recherche menée par, et pas le moindre, National Geographic, qui sont allés sur place. Ils ont passé les murs du tombeau de Toutankhamon avec un système de géoradar. Eux ont un peu fermé la porte en disant il semble pas y avoir derrière le tombeau de Toutankhamon quelque chose d'autre. Donc, c'est un faux espoir. Donc, l'affaire en était là. Mais voilà qu'on apprend qu'il y a quelques jours à peine, un rapport confidentiel a été remis aux autorités, au Conseil suprême des antiquités égyptiennes. Il s'agit de recherches qui ont été menées par Madoum Al-Damati, qui est l'ancien ministre des antiquités égyptiennes, qui a utilisé lui aussi des systèmes ou des mécanismes de géoradar dans le tombeau de Toutankhamon. Et il semble confirmer que il y a bel et bien quelque chose derrière le tombeau de Toutankhamon, mais pas derrière le mur que l'on croyait être le mur de la chambre funéraire. Il y aurait en fait une grande pièce qui serait située à quelques mètres plus au nord-est du tombeau. Et on parle d'une grande pièce qui est une espèce de corridor qui s'ouvrirait et qui ferait 10 mètres de long par 2 mètres de haut. 10 mètres de long, là, c'est 35 pieds, là, 40 pieds. Là. Donc, c'est énorme. C'est quelque chose de très, très important. Donc, ce rapport confidentiel a été déposé il y a quelques jours à peine au Conseil suprême des antiquités égyptiennes. Et là, on laisse supposer qu'il pourrait finalement, on revient un peu à la case départ, et il y aurait peut-être finalement quelque chose derrière le tombeau de Toutankhamon. Et s'il y a quelque chose, bien évidemment, ça fait fantasmer. On se dit, et si c'était le tombeau de Néfertiti? Donc, on est revenu un peu à ce fantasme-là du tombeau de Néfertiti. Donc, il faudra voir quel écho va donner le Conseil des antiquités égyptiennes à ce rapport. Est-ce qu'on va pousser plus loin avec encore là des méthodes non invasives pour essayer de déterminer une fois pour toutes s'il y a bel et bien quelque chose derrière le tombeau de Toutankhamon? Et c'est là que je te pose la question qui tue, et je connais ta réponse, mais je vais te la poser pareil, parce que j'imagine qu'il y a des auditeurs qui se posent cette question-là. On soupçonne souvent plein de choses par rapport à tout ce qui entoure ces grands pharaons-là, puis on trouve des pièces, puis des ci, puis des ça, puis c'est peut-être là. Pourquoi on n'ouvre pas ça à coup de masse? Oh! Là, tu comprends que d'ailleurs, en Égypte, l'Égypte a été
faut pas se le cacher, là, quand l'égyptologie est apparue dans la deuxième moitié du 19e siècle, en fait, on peut dire que l'égyptologie est née après, durant les grandes campagnes napoléoniennes. Puis il faut savoir que il y a Champollion qui va découvrir les hiéroglyphes, la pierre de recette. Ensuite, on va réussir à traduire les hiéroglyphes. Et tout ça va permettre l'apparition de cette science très spécialisée dans la recherche de l'Égypte antique. Donc, on peut dire 19e siècle, c'est vraiment l'apparition de la science d'égyptologie. L'Égypte a été excessivement pillée. Il faut pas se le cacher, là. Les Britanniques en particulier ont pillé énormément de trésors en Égypte parce que tu comprends, il y avait pas de politique, rien. Donc, les archéologues arrivaient là, on débarquait et puis il y avait beaucoup de corruption. On donnait quelques pièces à gauche et à droite et puis voilà, les égyptologues étaient à peu près libres de faire ce qu'ils voulaient. Il faut vraiment attendre le début du 19e siècle pour voir l'Égypte finalement redresser la barre en disant attention, ce sont des trésors nationaux, puis vous êtes en train de piller des trésors nationaux. Donc là, on va un peu serrer la vis à tous les travaux archéologiques qui vont être faits. D'ailleurs, l'un des premiers à payer le prix de ça sera d'ailleurs Howard Carter, parce que Carter, quand il trouve le tombeau de Toutankhamon, il est persuadé qu'il va pouvoir rembourser parce qu'il s'est beaucoup mis en... il a beaucoup pris d'argent, il a beaucoup insisté auprès de son philanthrope et financier qui était Lord Carnarvon. Il a réussi à faire financer ses recherches dans la vallée des rois et qui ont duré pendant des années. Le tombeau de Toutankhamon, il n'a pas trouvé ça comme ça du jour au lendemain. Là. Donc, il a demandé énormément d'argent et son bailleur de fonds était Lord Carnarvon, un Britannique. Et l'idée de Carter était, c'est éventuellement parce qu'il était persuadé qu'il trouverait un tombeau royal. Il y avait cette obsession-là qui devait exister, un tombeau pharaonique, non pillé, encore intact dans la vallée des rois. Et même si à un moment donné, on le prenait un peu pour un fantaisiste, l'histoire lui a donné raison. Mais Howard Carter croyait pouvoir éventuellement rembourser, parce que c'était ça un peu le jeu, c'est-à-dire dire à Lord Carnarvon, tu investis, mais quand je trouverai le tombeau, c'est au centuple que tu vas récupérer tes investissements. Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Lorsque Carter a annoncé qu'il avait trouvé le tombeau de Toutankhamon, rapidement, les autorités égyptiennes sont intervenues en disant non, le trésor, il y aura pas de partage avec les Britanniques, il y aura pas une partie qui s'en va à l'Angleterre, une partie en Égypte. On garde 100% du trésor de Toutankhamon. Donc, tu comprends que éventuellement, évidemment, Lord Carnarvon est décédé avant que tout ça se fasse. Il est d'ailleurs la première victime de ce qui va devenir la légende de la malédiction des pharaons. Il se fait piquer par un moustique au sortir du tombeau de Toutankhamon et éventuellement, il va se couper en se rasant dans un hôtel du Caire quelques jours après. Il va développer une septicémie et il va décéder de ça. Donc, il n'y aura même pas le temps de vivre la gloire d'avoir été le financier qui a permis à Carter de trouver le tombeau de Toutankhamon. Mais quoi qu'il en soit, là, je m'éloigne. Un petit trou, Christian, juste pour vérifier s'il y a quelque chose. Oui, c'est ça. Mais là, donc, tout ça pour te dire que les autorités égyptiennes sont excessivement, ils mettent énormément de précautions pour ne pas endommager ces extraordinaires richesses du passé. Et avant de, comme tu dis, de percer un petit trou, donner un coup de masse dans un mur, il faut s'assurer qu'il y a quelque chose derrière. Là, au moment où on se parle, l'avenue qui est la plus prometteuse, c'est, et on en a parlé il y a quelques semaines, c'est cette découverte dans la grande pyramide de Khufu, la grande pyramide qu'on appelle aussi Khéops sur le plateau de Gizeh. C'est cette découverte d'une espèce de chambre au-dessus du corridor principal de la grande galerie. On a donc un grand espace qui pourrait être une autre chambre funéraire. Et ça, c'est très, très prometteur parce que ça a été confirmé par plusieurs recherches successives. Et là, je sais que la France est en train de développer un système qui permettrait de percer un trou, un tout petit trou, là, à peine plus gros qu'un stylo, là, à peu près. Tu vois, donc on percerait un trou dans le mur et là, on pourrait introduire une espèce de petit robot, là, vraiment miniature, qu'on pourrait lancer dans la pièce. Une fois qu'on aura percé la paroi, on pourra envoyer ce petit robot dans la pièce en le faisant passer par un petit tuyau, là, un petit peu plus gros qu'un stylo. Et de l'autre côté,
ce petit robot pourrait se gonfler. Il y aurait une espèce d'enveloppe qui le ferait gonfler. Et là, on pourrait le déplacer dans l'espace, un peu comme on déplace un drone. Donc, on aurait un système, caméra, et ce petit robot pourrait donc se promener dans la pièce, montrer ce qu'il y a. Peut-être que ce n'est qu'une chambre, bon, parce que on sait que ce trou-là, il existe. Mais qu'est-ce que c'est? Donc, d'un côté, il y a ceux qui disent que c'est peut-être une autre chambre funéraire, qu'elle contient peut-être des richesses. Et d'un autre côté, il y a des égyptologues qui disent non, c'est simplement ce qu'on appelle une chambre de décharge, c'est-à-dire que pour alléger le poids de la pyramide, on a laissé des espaces vides à l'intérieur. Donc, c'est pas la pyramide là, avec ses 2 500 000 blocs de pierre puis ses 147 mètres de haut, elle est pas pleine. Il y a des espaces vides à l'intérieur et ces espaces vides auraient permis donc d'alléger du poids sur certaines structures internes. Donc, c'est ce qu'on appelle des chambres de décharge. Et on se dit, bon, ben peut-être que finalement, ce grand espace au-dessus de la galerie est finalement une grande pièce vide, une chambre de décharge laissée par les architectes. Donc, avec ce petit robot qu'on pourrait se promener dans la pièce, on pourrait voir si ce n'est qu'une chambre de décharge ou si c'est vraiment une chambre funéraire. Et une fois que ces images-là auront été obtenues, le petit robot pourrait retourner, on pourrait le récupérer à travers le petit tuyau. Et là, on retire le petit tuyau. Et finalement, il ne reste de cette exploration qu'un tout petit trou passé à travers la paroi. Et là, ben, les autorités, en fonction des images qui auront été transmises, décideront si oui ou non il est les justifié d'aller dans de percer un trou plus important pour permettre à des archéologues de pénétrer à l'intérieur de la chambre. Mais on le fait avec énormément de précautions et je pense que c'est une bonne chose, hein, parce que il y a eu énormément de saccages, de laisser-aller au 19e siècle en particulier, lorsque les premières recherches en archéologie, en égyptologie ont été menées, il y a énormément de saccages qui a été fait. Parce que bon, bien sûr, il y avait des archéologues professionnels qui étaient là, qui prenaient soin de faire un travail rigoureux puis très consciencieux, mais il y a aussi beaucoup de gens, des espèces d'archéologues un peu sauvages à l'Indiana Jones qui ont débarqué sur place et eux, la seule chose qui les intéressait, c'était un peu de piller les trésors de l'Égypte pour pouvoir faire fortune sur le marché des antiquités puis bon, des trucs comme ça et malheureusement, tout n'a pas été fait dans les règles de l'art. Tu l'as mentionné tantôt, Néfertiti, c'était l'épouse royale d'Akhenaton, puis oui. Akhenaton avait plusieurs femmes, puis de cette union-là avec les autres femmes, il y a eu Toutankhamon, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Donc le Toutankhamon, lui, sa mère est une des autres femmes d'Akhenaton. Voilà. Et la raison pour laquelle Akhenaton avait le droit d'avoir d'autres femmes, c'est que je pense que tu nous l'avais déjà expliqué ou tu me l'avais expliqué à moi, là, mais c'est que dans ce temps-là, ils se mariaient entre frères et sœurs, cousins et cousines. Oui, c'est ça. Là. Donc, tu avais énormément... évidemment, aujourd'hui, ça nous semble tout à fait aberrant. Ouais. Là. Mais mélanger le sang, c'est bon aujourd'hui. Là, voilà, ouais, c'est ça. Donc, à cette époque-là, il y avait énormément de relations consanguines, de relations incestueuses. D'ailleurs, l'une des épouses d'Akhenaton, hein, on parle beaucoup de Néfertiti, mais une des épouses d'Akhenaton était une de ses filles. Donc, l'une de ses filles était également son épouse. Et donc, il y avait toutes sortes de relations comme ça consanguines. D'ailleurs, on dit que la fille la femme d'Akhenaton, qui était également sa fille, était considérée comme son épouse favorite. D'ailleurs, quand on en parle comme étant celle qui rendait heureux le pharaon. Hein. Et cette femme, c'était, comme je t'ai mentionné, c'était donc aussi la sœur de Toutankhamon. Elle s'appelait Maritaton. Et d'ailleurs, il y a une curiosité à propos de Maritaton. Donc, Maritaton, sœur de Toutankhamon et épouse d'Akhenaton, qui est son père. Mais il y a des choses curieuses. Quand on a trouvé le tombeau de Toutankhamon, là, je fais simplement un petit aparté comme ça parce qu'on aime ça, les histoires mystérieuses de l'Égypte antique. Quand on a trouvé le tombeau de Toutankhamon, dans les trésors du tombeau de Toutankhamon, on a trouvé des objets qui étaient visiblement destinés à Maritaton, donc la sœur de Toutankhamon. C'est comme si un peu le pharaon Toutankhamon avait, entre guillemets, volé des objets du trésor royal de sa sœur et en même temps l'épouse de son père,
Et il avait rapidement, parce que ces objets-là, on voit, lorsque le nom d'un pharaon est marqué sur une pièce, c'est une cartouche, hein, c'est écrit comme dans une espèce de sceau. Et on a trouvé, par exemple, sur des objets dans le tombeau de Toutankhamon, que des ouvriers, des artisans avaient comme, entre guillemets, rapidement comme sablé puis repeint certaines parties du trésor de Toutankhamon pour mettre le nom de Toutankhamon, mais on peut voir en prenant des photographies un peu à infrarouge ou quand on pense par exemple les objets au rayon X, on voit apparaître le fantôme d'inscription derrière les cartouches qui portent le nom de Toutankhamon, et ces cartouches sont au nom de Marie Taton. Donc, la sœur de Toutankhamon et épouse d'Akhénaton. C'est une curiosité que les archéologues ne s'expliquent pas. Que font des objets qui visiblement étaient destinés au trésor royal de Marie Taton? Qu'est-ce que ces objets-là font dans le tombeau de Toutankhamon? Et pourquoi Toutankhamon a-t-il fait effacer le nom de sa sœur pour y faire mettre le sien sur ces objets? C'est une curiosité. OK. Donc, somme toute, faire des enfants avec ses enfants, c'était pas nécessairement la meilleure des idées. C'est la raison pour laquelle il y avait plusieurs autres femmes pour mélanger de l'ADN puis avoir des enfants qui étaient capables de s'exprimer puis qui bégayaient pas. Exactement. Voilà. On parle maintenant ce brassage d'ADN, il était bon pour la survie de la communauté. Mais c'est vrai aussi, on parlait d'Akhénaton, de son premier nom, Akhénaton, c'était de mémoire, là, je vais pas dire une grosse bêtise, mais je sais que c'était Aménophis, mais je crois que c'était Aménophis VIII, et il a pris le nom d'Akhénaton, et c'est un peu le pharaon maudit ou mal aimé, hein, parce que on l'appelle parfois aussi le pharaon hérétique. Parce qu'en Égypte, avant l'avènement d'Akhénaton, l'Égypte avait toutes sortes de dieux. Tu sais, le dieu de la mort, le dieu du vent, le dieu du soleil, le dieu de toutes sortes de patentes. Tu sais, on avait un gros panthéon plein de dieux. Et quand Akhénaton, donc Aménophis VIII, Aménophis IV... C'est Aménophis IV. Aménophis IV. Donc, lorsque Akhénaton, Aménophis IV, prend le pouvoir comme pharaon, il décide de jeter à terre tout le panthéon égyptien, et il dit, dorénavant, en Égypte, il n'y aura qu'un seul dieu, et ce dieu sera le dieu Aton, donc le dieu du soleil. Donc, on chasse tous les autres dieux du panthéon pour n'en garder qu'un seul. Et tu comprends que ça s'inscrit directement un peu à l'encontre des politiques ou des philosophies spirituelles des Égyptiens. Tu sais, c'est un peu comme, bon, dorénavant, il n'y a plus de Marie, il n'y a plus de Joseph, il n'y a plus de Saint-Esprit, c'est que Jésus. Tu sais, ça fait un peu comme un choc. Tu sais. Et donc, c'est pour ça, et ça n'a duré que le règne d'Akhénaton. Donc, il change son nom de Aménophis IV à Akhénaton. On ne fait que qui veut dire le serviteur de Aton. Hein. Akhénaton veut dire le serviteur de Aton. Et il va faire construire une ville. Là, vraiment, on parle... Et là, je suis rendu quasiment... On s'éloigne beaucoup, mais il va faire construire une ville. Mais là, vraiment, là, on peut s'imaginer, là, quand tu regardais les 10 commandements, là, les esclaves à coups de fouette, là, mais malheureusement, c'est exactement ce qu'Akhénaton va faire. Il va faire construire une ville qui s'appelle Amarna, qui va être la ville d'Akhénaton, mais cette ville-là, il l'a fait construire en quelques décennies seulement, et il va être excessivement agressif envers les gens, les ouvriers, pour qu'on fasse une ville à sa grandeur à lui, mais il veut, quand il fait construire Amarna, évidemment, c'est essentiellement pour qu'on y puisse y régner y aduler, somme toute, que le dieu Aton. Et ça ne va exister que sous le règne d'Akhénaton. À la mort d'Akhénaton, la ville d'Amarna va être abandonnée. Toutankhamon, qui va éventuellement succéder à son père, va transporter le siège social politique de l'Égypte, il va transférer ça à Thèbes, et la ville d'Amarna va disparaître comme ça, enlisée dans les sables de l'Égypte. On parle maintenant du coronavirus dans notre activité de la semaine avec les extraterrestres. Mais oui, t'en as parlé un petit peu plus tôt avant qu'on entre en onde du fameux coronavirus. On en parle beaucoup. Écoute, c'est amusant parce que quand on parle d'un incident comme celui-là, un incident entre guillemets, là, quand on parle d'une maladie ou une épidémie ou une pandémie, même si pour l'instant l'Organisation mondiale de la santé hésite encore à parler de pandémie, mais quand on parle d'événements comme ceux-là, il faut toujours s'attendre à ce que les théories du complot prennent le relais. Et avec l'avènement du coronavirus, de COVID-19, il fallait bien s'attendre qu'éventuellement des théories du complot apparaîtraient. Et on en a vu quelques-unes circuler là, en début
de semaine. Donc, la première, elle est quand même étonnante parce que elle est publiée par le magazine médical The Lancet. C'est quand même pas rien, The Lancet. C'est un magazine, un périodique scientifique excessivement prisé, même s'il a été à l'origine d'un scandale. Il faut se rappeler qu'il y a une trentaine d'années, le Lancet avait publié une étude du docteur Wakefield qui disait que les vaccins, le vaccin contre la rougeole, je me rappelle plus le nom complet, là, c'est l'ORL ou quelque chose comme ça, le vaccin, l'ORO, je pense, ce vaccin-là donnait l'autisme. Et c'était les travaux du docteur Whitfield. Et éventuellement, une recherche a été menée qui démontre que finalement, les travaux de Whitfield étaient frauduleux. Il avait falsifié des données parce qu'il était payé finalement par des laboratoires pharmaceutiques, tout ça. Et encore aujourd'hui, cette histoire-là du docteur Wakefield est encore utilisée par les théoriciens du complot pour inciter les gens en disant aux gens, allez pas vous faire vacciner parce que les vaccins donnent l'autisme. C'est faux. Ça a été démontré 1000 fois par d'autres études scientifiques que c'est pas vrai. Les vaccins que l'on donne aux enfants ne créent pas l'autisme. Mais néanmoins, cette étude, et c'est vrai, c'est la seule étude qui allait dans ce sens-là. Elle était frauduleuse, mais néanmoins, les théoriciens du complot aiment bien la citer en exemple. Et ça avait été publié à l'époque dans le journal de Lancet. Le Lancet s'était excusé parce que c'est un périodique excessivement réputé médical et c'est quand même eux qui avaient publié cette étude. Et là, voilà que The Lancet publie cette fois un papier scientifique. Et ça ne va pas au-delà de la signature de l'auteur. C'est le docteur Chandra Wickramasinghe qui est attaché au Buckingham Astrobiology Center de l'université de Buckingham. Et le docteur Wickramasinghe soutient lui que le fameux virus, le coronavirus COVID-19, pourrait avoir été amené de l'espace. Et là, il développe une hypothèse qui, à mon avis, est un peu fantaisiste, mais bon, je te la cite. Il dit, voilà, le coronavirus pourrait avoir été amené sur le dos d'une météorite. Et là, il évoque que le 11 octobre dernier, au-dessus de la Chine, on a assisté à l'entrée d'une météorite importante. En fait, je dis une météorite, mais c'est un météore parce que singulièrement, le rocher n'a jamais touché le sol. Il s'est désagrégé dans l'atmosphère. Et il est apparu au-dessus de la ville de Sonijian. Et ça se trouve dans le nord-est de la Chine, à quelques 2000 kilomètres de Wuhan, où est apparu le coronavirus. Donc, il dit, voilà, cette météorite est entrée, et on le sait pour des recherches qui ont été menées dans le passé, on le sait qu'il y a des acides aminés ou des virus qui peuvent être excessivement résistants et dans le froid sidéral, peuvent entrer dans une espèce d'état de suspension. Et ils peuvent vivre de cette manière-là des milliers, sinon des millions d'années. Alors lui, ce qu'il dit, c'est est-ce qu'il n'est pas possible qu'au moment où le météore serait entré sur Terre, la partie rocheuse du météore s'est désagrégée, bien sûr, dans l'atmosphère, mais il est possible que la chaleur de l'atmosphère ait réactivé ces fameux virus qui voyageaient, ces acides aminés, ces bactéries qui voyageaient sur le météore. Ils seraient tombés donc sur Terre et éventuellement auraient entraîné, seraient à l'origine de l'apparition du fameux virus. Donc, c'est ce qu'il développe. Donc, le coronavirus serait finalement une bactérie, un virus spatial extraterrestre. Accepter que ça vient du pangolin ou encore de la chauve-souris, ça, c'est trop simple. Il faut que ce soit plus compliqué. Et là, tu as tout à fait raison, Yannick, parce que dès que ce truc-là a été publié, inutile de dire que dans les milieux médicaux, les milieux qui s'intéressent à l'immunologie, en fait, dès qu'on a commencé à parler de ça, où on a évoqué la possibilité que le coronavirus pouvait avoir été amené de l'espace, évidemment, les scientifiques, il y a eu une espèce de tollé. Ils ont dit, mais voyons donc, c'est complètement absurde. Et ils ont évoqué 4 éléments, parce que tu l'as mentionné, l'élément principal, c'est qu'on dit que le coronavirus est né chez les animaux. Et c'est effectivement l'une des méthodes, une des courroies de transmission, c'est que le virus se transmet des animaux à l'homme. Et c'est l'un des 4 éléments qu'a évoqué les scientifiques en disant, bon, c'est complètement absurde cette hypothèse. Et les raisons, la première, c'est que le coronavirus, il fait partie il fait partie d'une famille de virus, les H1, là, tu sais, le H1N1, H1, il est beaucoup plus vraisemblable qu'on assiste ici à une mutation d'un virus
plutôt que de la part d'un virus tout à fait étranger. Tu comprends? On se dit, bon, c'est un virus qu'on connaît parce que, bon, le coronavirus, c'est un virus qui ressemble au H1N1. Là, tu sais, c'est une sorte de mutation qui existe sur le virus. Donc, peu vraisemblable d'imaginer que c'est un virus qui soit tout à fait étranger à notre environnement. Deuxième des choses, la mode de transmission, la courroie de transmission, il passe des animaux à l'homme. Tu l'as évoqué, hein, les deux sources qu'on a évoquées, qui ont été retenues par les scientifiques pour l'instant, c'est qu'il aurait pu être transmis par des chauves-souris ou encore par le pangolin. Et pourquoi le pangolin? C'est un petit fourmilier qui existe en Chine, mais les Chinois l'utilisent dans des concoctions médicinales. Donc, c'est une espèce de fourmilier qui a des écailles. On utilise les écailles ou encore la chair du pangolin dans des concoctions, disons, médicinales. Donc, le virus pourrait s'être transmis de cette manière-là. Mais une chose est certaine, c'est que la transmission se fait des animaux vers l'homme. Et il faut bien l'avouer, les animaux et l'homme, c'est quand même des sources très terrestres. Tu comprends? Donc, ce serait quand même curieux qu'un virus venu de l'espace soudainement se trouve dans sa courroie de transmission les animaux et les humains. Donc ça, on a un problème là. Et un autre gros problème, c'est que les virus du type coronavirus, ce sont des virus qui résistent mal à la chaleur. Hein? Ce sont tous les coronavirus. Généralement, ils vont mourir si on les soumet à une température allant de 40 degrés centigrades à 122 degrés centigrades. Donc, on passe d'une bonne grosse chaleur d'été à la température où l'eau va bouillir, mais c'est à peu près dans cette fourchette-là, tous les coronavirus sont détruits. Or, on s'étonne comment un coronavirus aurait pu résister aux 1600 degrés que représente une entrée dans l'atmosphère. Quand le météorite commence à traverser les couches supérieures de l'atmosphère, évidemment, il se réchauffe par la friction et la température avoisine les 1650 degrés. Donc, la pierre, évidemment, va se détruire. La météorite se désagrège dans l'atmosphère. Mais s'il y avait des bactéries ou des virus, ou qui plus est un coronavirus, de la famille des coronavirus sur la météorite, ben, tu comprendras qu'il aurait été certainement détruit par ce mécanisme-là. T'sais. Donc, on reste avec le pangolin et la chauve-souris. C'est ça. Fait que là, pour l'instant, c'est probablement le pangolin ou la chauve-souris. Mais tout ça pour te dire qu'en même temps que cette étude publiée dans The Lancet, mais qui, entendons-nous bien, on ne lancera pas la pierre au Lancet, là, ça ne dépasse pas le papier scientifique ça ne dépasse pas l'opinion de l'auteur. Mais en même temps que cet article-là a circulé, il y a des théories également du complot qui ont circulé qui sont un peu plus fantaisistes. Par exemple, du côté des Russes, il fallait s'y attendre. Les théoriciens du complot du côté de la Russie ont évoqué que le fameux virus en question pourrait être une arme créée par les Américains. Donc, faisant partie d'un mécanisme d'une guerre bactériologique. Puis, ils ont aussi accusé l'industrie pharmaceutique d'avoir développé le virus pour pouvoir faire de l'argent. Ce qui en soi est un peu invraisemblable parce que si je voulais faire de l'argent avec le virus, je me serais arrangé pour avoir le vaccin avant de développer le virus. Tu comprends? Sinon, là, je fais pas beaucoup d'argent, puis là, les gens meurent, puis j'ai toujours pas de vaccin, tu sais. Fait que là, j'ai un gros problème. Donc, c'est un peu absurde. Et de leur côté, les théoriciens du complot, du côté des Américains, bien sûr, eux aussi ont réagi en disant, ont accusé notamment la Chine d'être à l'origine du virus. Et ils soulignent d'ailleurs qu'il y a un des plus importants centres de recherche sur les virus se trouve à Wuhan. Et là, on émet l'hypothèse, est-ce que c'est pas les scientifiques chinois qui auraient développé ce virus-là, les méchants communistes chinois qui auraient développé donc le virus, et le virus se serait échappé, hein. Il serait sorti par la fenêtre, je sais pas trop, mais il aurait perdu le contrôle du virus et qui se serait soudainement commencé à se répandre dans la population du Wuhan. Donc, tu vois, les théoriciens du complot, à partir du moment où tu as des événements de ce type-là, ils ne sont pas longs à réagir en imaginant toutes sortes de scénarios un peu invraisemblables. Mais disons que pour l'instant, tu as tout à fait raison, Yannick. Je pense que le pangolin ou la chauve-souris sont probablement plus des scénarios plus vraisemblables qu'un méchant complot par l'industrie pharmaceutique ou un vaccin ou un virus plutôt échappé d'un laboratoire chinois. Ah, pangolin puis chauve-souris, c'est beaucoup trop simple. Trouvons autre chose pour intéresser le monde entier. 20h52, on vient. Radio X Files. Radio X. Radio X Files avec Christian Page et Marceau de Radio X.
On vous souhaite de passer un bon vendredi soir sur les ondes de Choix 98.1 Radio X. Merci d'être là. Ça vous tente d'avoir les podcasts de Radio X Files, c'est très simple. Vous allez sur le www.radiox.com. Vous allez dans la section Radio X Files et si vous le trouvez pas, c'est encore plus facile. Vous allez sur notre page Facebook auquel on ajoute plein de trucs durant la semaine. La page Facebook, c'est Radio X Files. Alright, le sujet de la soirée, mon cher Christian, c'est bien entendu la psychologie et le paranormal. Voilà, et en début d'émission, je te parlais du fait qu'il n'y a pas beaucoup d'espace au Québec, par exemple, où les gens qui vivent des expériences paranormales peuvent témoigner de leur vécu, puis souvent, ces gens-là ont besoin d'avoir des réponses. Lorsque j'ai parlé de ça, il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer qu'il existait quand même au Québec le Centre d'écoute et d'interprétation des nouvelles recherches du croire, qui est le CEINR. Le CEINR, moi, je l'ai connu il y a quelques années, à ses débuts. Hein. C'est comme une sorte de renaissance, mais dans sa première partie, c'était le CINR, qui était le Centre d'information sur les nouvelles religions. Là, il y a eu une période où il a existé sous ce nom-là. Il a fermé pendant quelques années et là, voilà qu'il a rouvert avec un nouveau nom. C'est vrai que c'est vrai que c'est un endroit où les gens peuvent parler d'expériences qu'ils ont vécues, mais il faut savoir que l'approche est très différente de ce que l'on retrouve, par exemple, avec le CIRCE, comme on va l'entendre avec Renaud Évrard. Parce que dans le cas du CEINR, les gens qui vont témoigner, bien souvent, c'est une expérience, on le dit bien, hein, l'appellation, l'acronyme dit bien à la fin, c'est la nouvelle recherche du croire. Donc, c'est souvent lié aux croyances. Donc, on parle, et c'est un peu aussi dans la philosophie de ce qu'il était autrefois, cet organisme, donc le Centre d'information sur les nouvelles religions. Donc, on parle beaucoup du croire, mais dans une espèce de cadre, un peu de démarche soit spirituelle ou d'un cadre religieux. Donc, des gens qui auraient vécu des expériences de nature spirituelle ou encore qui auraient vécu des expériences au sein d'une secte ou des trucs comme ça, qui auraient envie d'en parler, donc de témoigner de leur expérience, c'est l'endroit où le faire. Le CEINR va accueillir le témoignage de ces gens-là de manière bienveillante, puis on écoute ça, puis on prend des notes. Mais il n'y a pas un objectif de colliger l'information dans un cadre de laboratoire de recherche sur le paranormal. Alors que c'est ça qu'on retrouve avec le CIRCE. Les gens qui œuvrent au sein du CIRCE font ce travail, bien sûr, de collecte d'informations. Ils peuvent apporter un espèce de secours psychologique aux gens qui vivent des expériences anomales et qui ont besoin d'en parler, mais également ils peuvent apporter une espèce de recherche informative concernant ce qui se fait dans le paranormal et de ce que l'on sait dans le domaine de la recherche en parapsychologie et essayer de faire une espèce de combinaison de tous ces éléments. Ce que l'on retrouve pas au CEINR. Donc, je ne discrédite pas le travail que fait le CEINR, mais c'est quand même les objectifs du Centre d'écoute et d'interprétation des nouvelles recherches du croire. Ces objectifs et ces mécanismes sont quand même très différents de ce qu'on retrouve avec le CIRCE. Ensuite, je t'ai dit que c'est vrai que il n'y a pas d'espace. Puis quand il n'y a pas d'espace, malheureusement, ce qui arrive, c'est que les gens vont se tourner vers, entre guillemets, les paranormaleux. Donc, les gens qui sont dans le domaine du paranormal, puis et on l'entend souvent, là, quand tu regardes un peu, si tu te balades sur l'Internet et tu vas voir les groupes de chasseurs de fantômes, par exemple, ils ont souvent, dans leur présentation, nous voulons aider les gens qui vivent du paranormal. Le problème, c'est que aider les gens qui souffrent, qui ont vécu du paranormal, à partir du moment où tu ne cherches qu'à confirmer l'existence du paranormal, de fantômes ou de démons, je suis pas convaincu que tu apportes une aide très précieuse. Tu comprends? Parce que ces gens-là, bien souvent, les gens je l'ai souvent dénoncé, les gens qui dirigent ces organisations de chasseurs de fantômes ne sont pas des professionnels, même s'il y a plus de 200 groupes au Québec qui se définissent comme des groupes de chasseurs de fantômes, aucun. Pas un, pas deux, pas trois, zéro.
aucun de ces groupes n'est composé de professionnels qui peuvent réellement apporter un support et un secours à des gens qui disent avoir vécu des phénomènes paranormaux. Ces gens-là sont généralement à la recherche de billets de confirmation. Je crois aux fantômes, je rencontre Madame Urtibise qui vit des fantômes, donc ça vient de confirmer qu'elle vit des fantômes, et moi je vais y dire ce que sont les fantômes. Donc c'est un peu un cercle vicieux, puis c'est un peu étrange, et malheureusement, il y a là-dedans de l'arnaque. Simplement, une minute comme ça pour te raconter, il y a une organisation dans la région de Montréal, je nommerai pas le nom, mais appelons-le pour les besoins de notre conversation, le groupe Hameçon. Bon, le groupe Hameçon, parce que tu vas comprendre que c'est un peu de l'hameçonnage que l'on fait. Ils cherchent des bons poissons. Ouais, c'est ça, ils cherchent des bons poissons. Donc, ce groupe-là, le groupe Hameçon, disons, il y a une dame à un moment donné qui m'appelle et elle me raconte un truc, mais je n'avais parlé à l'époque avec l'animateur Benoît Dutrisac. On aurait bien voulu l'aider, mais la dame elle était trop honteuse pour porter plainte. Et là, elle me raconte qu'elle était persuadée qu'elle avait une vieille dame, pas très fortunée, tu vois le genre, qui est, comme on dit, là, attire le diable par la queue, là. Et là, à un moment donné, elle est convaincue qu'il y a des entités chez elle. Donc, elle ne sait pas quoi faire. Elle se tourne vers ce groupe Hameçon. Et le groupe Hameçon arrive chez elle, font le tour de la maison et là, lui disent « Madame, vous avez effectivement des entités chez vous, mais ce ne sont pas des fantômes purs et durs, ce sont des shadow people, donc un autre type de fantôme. » Et là, il lui raconte que eux, ils voudraient bien épurer, nettoyer sa maison, mais malheureusement, ils n'ont pas les outils nécessaires. Il existerait apparemment dans le commerce de chasseurs de fantômes un outil qui permettrait de purifier la maison de la dame en question, mais cet outil-là coûte minimalement 300 $. Alors la dame, tu comprends, ouvre son portefeuille, donne les 300 $, mais elle n'aura jamais revu le moindre membre du groupe hameçonnage chez elle. Tu comprends? Elle a beau essayer de lui envoyer des courriels, essayer de téléphoner, elle n'a jamais eu de réponse. Et quand elle m'appelle, puis elle me raconte son histoire, je lui dis, ben là, vous avez été victime d'arnaqueurs, il faudrait éventuellement porter plainte, mais la dame a tellement honte de s'être fait embobiner de cette manière-là, que finalement, elle n'a pas décidé de pousser plus loin. Et ça, c'est malheureux. Je te donne un exemple comme ça, mais des exemples comme ça, je pourrais les multiplier par 10, par 100. C'est malheureusement ce qui se fait souvent. Des gens comme ça vont laisser des trucs, vont laisser des gens rentrer chez eux, leur confier leurs histoires. Et là, ces gens-là, évidemment, vont un peu tirer profit de tout ça. Donc, on a un vide. Et il n'y a pas rien qui se fait de sérieux dans ce domaine-là. Et espérons qu'éventuellement, dans les prochaines années, on verra se développer au Québec quelque chose qui ressemble un peu à ce que Renaud Évrard a mis en place en France, mais qui existe, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, dans d'autres pays européens, mais qui n'existe pas ici. Une organisation d'écoute comme le CIRCE. Parce que ces gens-là sont carrément démunis, là. Oui. Et souvent, les gens, après coup, s'aperçoivent qu'ils ont été un peu... je dirais pas ridicule, mais les gens s'en veulent un peu de s'être laissés berner de cette manière-là. Tu sais, ils disent, j'ai fait... Puis là, je te raconte cette histoire-là, mais comme je t'ai dit, j'ai plein d'autres exemples. Une dame qui a comme investi des sous pour acheter de l'équipement aussi à un groupe de chasseurs de fantômes. Elle s'est laissée embobiner là-dedans. Et la dame, malheureusement, elle était atteinte d'un cancer. Et là, ils ont fait toutes sortes de croyances, tu sais... Elle a investi des sous là-dedans, des histoires d'horreur, hein, et elle cherchait des réponses. Parce que c'est ça, souvent, ces gens-là ont vécu des expériences, qu'on juge à tort ou à raison que ces histoires-là soient vraies ou non. Ces gens-là sont un peu démunis, ils ont envie de confier leur expérience, mais comme il y a personne d'autre qui sont là sur les rangs pour écouter leurs histoires autres que les chasseurs de fantômes, et que ces gens-là, sur leur site Internet, disent tous « Nous voulons aider les gens ». Ben là, écoute, on se dit « Ça doit être ça, ils veulent m'aider ». Mais malheureusement, c'est ça, ils veulent votre bien et ils vont l'avoir. Écoute... Si tu veux, Yannick, on va immédiatement passer à la pause parce que je sais que le temps, on a de moins en moins de temps. Là, je le vois filer à grande vitesse. On va faire une pause et on va immédiatement passer ensuite avec l'entrevue avec Renaud Évrard parce que j'aimerais, après l'entrevue, j'aimerais revenir quelques minutes et je voudrais qu'on se garde un petit peu de temps pour ça. Radio X Files. On vous présente maintenant l'entrevue
Oui, parce que le sujet de ce soir, c'est la psychologie et le paranormal. On vous présente l'entrevue entre Christian Page et le psychologue clinicien à l'instant. Renaud Evrard, pour moi, c'est un honneur de vous avoir aujourd'hui à l'émission des Radio X-Files. Encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour nos auditeurs, je vous présente, vous êtes un psychologue clinicien, vous êtes maître de conférences en psychologie clinique à l'Université de Lorraine, vous êtes membre du comité directeur de la prestigieuse The Parapsychological Association et vous êtes cofondateur en 2009 du Centre d'information, de recherche et de consultation sur les expériences exceptionnelles, le CIRCE, qui par son appellation nous rappelle une déesse ou une célèbre magicienne. Une magicienne grecque, selon la mythologie grecque. Alors, ma première question, Renaud Evrard, comment un jeune clinicien, un jeune psychologue, plein d'avenir, a-t-il décidé de s'engager dans la voie maudite des phénomènes paranormaux? Alors déjà, bonjour à tous, et puis merci beaucoup pour l'invitation. Et alors, ce que je vais vous dire va peut-être vous surprendre ou pas, mais c'est la faute du Québec, tout ça. Puisqu'il se trouve que j'ai fait une année d'études là-bas, quand j'étais en troisième année de psychologie, et j'ai pu rencontrer Louis Bélanger, me rendre compte que la bibliothèque universitaire était bien plus fournie que ma bibliothèque française en matière de travaux académiques sur le domaine. Donc j'ai rencontré des chercheurs, des anciens de la Société québécoise de psychologie, et avec tout ça, finalement, ça a vraiment organisé, structuré mon intérêt pour la question. C'est assez amusant parce que vous évoquez Louis Bélanger, la Société de psychologie du Québec. Louis Bélanger est mon mentor et j'ai été membre également de la Société de psychologie du Québec. Alors, on a eu un chemin un peu croisé. Parlez-moi maintenant... Je suis arrivé sur le tard. Parlez-moi maintenant du CIRCE, parce que c'est quand même surprenant. On le sait, la France, c'était le seul pays du G20, en fait, qui s'était doté d'un organisme étatique d'enquête sur les phénomènes OVNI à travers son Centre national des études spatiales. Donc, ça lui donnait déjà une position unique. Et là, voilà que vous créez le CIRCE, qui n'est pas unique parce qu'il y avait des pendants semblables un peu en Allemagne, je crois, mais qui demeure dans les pays francophones très unique, cette approche, cette écoute bienveillante avec les gens qui affirment avoir vécu des expériences extraordinaires. Alors, qu'est-ce que vous entendez par expérience extraordinaire et quel est le travail du CIRCE? Oui, c'est beaucoup de questions, mais dans l'idée, c'est encore une fois la responsabilité des Québécois parce que Louis Bélanger a été formé à l'Institut de l'IGPP, l'Institut Bender à Freiburg en Allemagne, et du coup, comme moi j'habitais à Strasbourg à l'époque, il m'a ouvert les portes et j'ai fait un stage, effectivement, durant 6 mois dans le service de consultation et d'information pour les personnes qui vivent des expériences exceptionnelles, et donc cet organisme qui fait de la recherche en parapsychologie depuis 1950 accueille le public, essaye de l'orienter, de l'accompagner quand il y a des difficultés dans la façon d'intégrer les expériences vécues comme étranges. Alors, chacun va finalement voir de l'étrange dans une chose ou dans une autre. On n'a pas forcément les mêmes repères par rapport à nos conceptions de la réalité. Et donc, suite à cette expérience, j'ai orienté mes travaux de recherche et ma thèse de psychologie vers la clinique des expériences exceptionnelles. Et j'ai tenté de créer en France le pendant du service de l'IGPP. Et j'ai pu le faire au sein de l'Institut métapsychique international parce que, avant même d'avoir le GEPAN au Centre national d'études spatiales, nous avons une fondation de recherche en parapsychologie qui est reconnue d'utilité publique, qui s'appelle l'Institut métapsychique international, qui a fêté ses 100 ans en 2019. Et donc, au sein de l'Institut, de façon tout à fait informelle et traditionnelle, les gens viennent pour demander une expertise, pour demander un soutien. Et donc, c'était à cet endroit-là qu'on a créé un service gratuit de consultation avec mon collègue Thomas Rabéron. On a fait une sorte de recherche-action dans le cadre de nos thèses de doctorat qui portaient sur les mêmes sujets. Et puis ensuite, on s'est rendu compte que le fait d'être vraiment à l'intérieur d'une société de recherche en parapsychologie qui avait un laboratoire, des choses comme ça, créait un peu des confusions dans les rôles, dans les demandes. Et du coup, on a extrait notre service de consultation, on a élargi aussi les objectifs et on a créé le CIRCE dans un but, donc, actuellement, c'est beaucoup un service de consultation pour toute la francophonie. Nous avons même effectivement des Québécois qui nous contactent, ça arrive de temps en temps. Et nous avons aussi un service d'information
pour tous les étudiants, les journalistes, les artistes, les personnes qui se posent des questions et qui veulent des ressources scientifiques, académiques. Et nous avons un aspect de recherche, nous menons nos propres recherches, et il se trouve qu'actuellement, cet aspect de recherche est finalement fusionné avec nos travaux académiques, puisque Thomas Rabeyron et moi-même sommes dans le même laboratoire, le laboratoire Interpsy, à l'Université de Lorraine, c'est dans l'est de la France, à Nancy. Et donc, nous avons un petit groupe de recherche avec d'autres enseignants-chercheurs, des étudiants, une dizaine de doctorants qui travaillent sur ces sujets. Quand vous parlez des expériences extraordinaires, on se rend compte ici, et en particulier si on parle de phénomènes liés à la perception extrasensorielle, donc l'idée d'entendre des voix, l'idée d'avoir une information qui soit obtenue d'une manière, disons, entre guillemets, exotique, il faut quand même avouer qu'on est ici, pour un psychologue, on est quand même dans une zone frontière, parce que si on se réfère au sacro-saint DSM, donc cet ouvrage auquel font référence tous les psychologues et les psychiatres pour trouver des diagnostics, pour établir en fait les critères d'une maladie, des troubles mentaux, c'est vrai que plusieurs de ces symptômes, entre guillemets, se retrouvent dans le DSM et sont associés à des pathologies psychologiques ou psychiatriques. Oui, c'est vrai, hein, c'est tout à fait une lecture possible et d'ailleurs une bonne partie des expériences exceptionnelles sont chevauchent de la pathologie, donc ça peut être qu'elles entraînent des troubles, de la dépression, de l'anxiété, ou qu'elles font suite à des troubles comme des traumatismes, des deuils, des choses comme ça. Donc il y a vraiment, on peut pas les séparer nettement, systématiquement. Par contre, ce dont on se rend compte, c'est que ces expériences sont extrêmement répandues dans la population générale, qu'elles ne sont pas toujours associées avec un mal-être. Hein. Les gens les vivent très bien, les gens vivent mieux même avec ces expériences que sans. Et donc, du coup, ce qu'il nous faut, c'est un éventail, une palette d'hypothèses pour pouvoir travailler avec ces gens sans aller de façon prématurée et injustifiée vers des diagnostics de psychopathologie ou alors simplement l'accusation que ces gens sont pas fiables, sont des menteurs, sont des idiots, sont des tricheurs et tout ça. Donc effectivement, on se bagarre avec le rapport qu'a la psychologie à ces expériences qui est assez complexe, mais il se trouve qu'on peut le faire aujourd'hui parce qu'on a quand même suffisamment de recul sur le plan de la psychopathologie, donc l'étude des maladies mentales. Vous citez le DSM, dans sa version 4, a avancé, a créé un nouveau petit chapitre qui accueille des expériences psychospirituelles qui ne doivent pas faire l'objet d'accusation, enfin de diagnostic psychopathologique. C'est un effet en fait des travaux dans le champ qu'on appelle la psychologie transpersonnelle, psychologie qui s'intéresse vraiment à ces aspects mystiques, aux états modifiés de conscience, etc., etc. On a un autre champ en psychologie spécialisée qui nous aide beaucoup, c'est le champ de la psychologie anomalistique. C'est l'étude des croyances paranormales et des expériences exceptionnelles dans une optique de psychologie, pour comprendre quels sont les processus en jeu, comment ça se passe, sans forcément faire appel à la psychopathologie. Voilà, on essaie de voir le rôle de la croyance, le rôle effectivement des biais de perception cognitive, mais on s'ouvre également à d'autres hypothèses qui peuvent être celles de la parapsychologie. Et donc, ce courant de la psychologie anomalistique est très développé à niveau universitaire, notamment en Angleterre, où il y a une douzaine de départements de psychologie ou de sociologie qui font de l'anomanistique et qui l'enseignent et qui font des recherches. Et en France, on a essayé de rapporter un peu ça, on a lu les travaux, on a essayé de traduire. Et donc, c'est un peu comme ça qu'on a avancé un peu nos pions, nos pièces pour construire une sorte de nouveau puzzle, une autre lecture de ces expériences qui pouvaient soit être tirées dans quelque chose de très spirituel, très mystique, soit dans quelque chose de très réducteur, neurobiologisant ou psychopathologisant. Nous, on essaie d'avoir une voie plus complexe. Dites-moi, vous êtes un psychologue, vous accueillez le témoignage avec bienveillance, les gens racontent une expérience étrange et mystérieuse. Et de l'autre côté, vous êtes également membre de la Société de parapsychologie. Alors bien sûr, il y a cette volonté d'objectiver le discours. Alors comment faites-vous comme psychologue pour pouvoir objectiver un discours alors que la personne raconte avoir des contacts, par exemple, avec des défunts ou de recevoir de l'information venant, par exemple, d'entités désincarnées? Oui, c'est vrai que là, il y a plusieurs casquettes qui peuvent être difficilement lisibles. En fait, je suis membre de la Parapsychological Association, qui est donc un peu le corps professionnel des parapsychologues. La plupart des gens qui y sont ont des doctorats. Alors, ça protège de rien, hein, bien sûr, mais c'est vraiment un niveau de recrutement entre pairs de haut niveau. D'ailleurs, bon, c'est un peu anecdotique, mais ils m'ont élu récemment président même, finalement, de cette organisation. Donc, j'ai cette casquette-là de promouvoir
la légitimité d'une recherche scientifique sur la parapsychologie. Mais moi-même, je ne suis pas vraiment qualifié pour tous les aspects de la parapsychologie parce que je n'ai pas mené moi-même d'expérimentation, je n'ai pas vécu des choses moi-même. Ce qui m'intéresse, c'est globalement, épistémologiquement, en termes de science, ça vaut le coup, ça a son importance, il y a des enjeux considérables à travailler ces questions aux frontières, à explorer la science avec la parapsychologie. Mais quand je suis en face d'une personne qui me raconte son vécu, c'est pas du tout l'objectif scientifique objectivant qui joue. On est plutôt dans un rapport d'individu à individu, c'est intersubjectif, et je ne suis pas là pour vérifier les dires du sujet, et je suis pas là non plus pour dire c'est pas important de vérifier. Je veux dire voilà, mettre tout sur le plan imaginaire, tout à égalité, c'est pas ça non plus. C'est-à-dire on prend au sérieux, il y a une connaissance phénoménologique du fait d'avoir lu un certain nombre de témoignages, entendu un certain nombre de personnes, connaître les facteurs qui peuvent influencer la survenue, la disparition de telle expérience, et se rendre compte que ce qui va fonctionner, c'est d'aller dans le sens de la personne. Si la personne veut, par exemple, faire disparaître son fantôme, bah voilà comment elle pourrait s'y prendre, qu'est-ce qu'elle pourrait mettre en place. Mais si en fait elle veut juste comprendre ce qui se passe et vivre avec, l'intégrer, elle pense que c'est son grand-père qui lui donne des conseils. Moi, mon objectif, c'est pas de lui apporter la vérité en lui disant voilà comment il faut penser les choses, voilà comment il faut les interpréter. C'est de l'accompagner pour que l'expérience soit la moins douloureuse, soit la plus intégrable pour la personne. Et donc, du coup, c'est un cheminement de psychologue clinicien tout à fait classique. Hein, le processus, l'objectif, la visée thérapeutique, elle est omniprésente. Simplement, on fait face à une phénoménologie qui sort un petit peu de l'ordinaire, donc il faut connaître, c'est des autres domaines de recherche. Et puis, il y a le deuxième aspect, c'est que on peut être quand même mis face à des éléments de réalité qu'on ne partage pas. Comme si on travaillait avec des gens d'une autre culture, qui ont vu des choses, qui croient à des choses qui ne sont pas nos valeurs, nos croyances, et pour lesquelles, en tant que psychologue, on a un devoir de neutralité. Lorsque l'on parle de ces gens qui affirment avoir vécu des expériences extraordinaires, que ces expériences aient été imaginaires ou bien réelles, est-ce qu'on a réussi à dégager une espèce de profil type? Je sais que lorsque l'on parle de phénomènes paranormaux, certaines études menées par des gens excessivement critiques ou sceptiques diront, par exemple, la croyance au paranormal est inversement proportionnelle au niveau d'éducation. Est-ce que c'est le genre de truc que vous avez pu observer avec les gens qui se sont confiés à vous? Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal de recherches depuis plusieurs décennies sur des croyances au paranormal. Simplement, il faut bien comprendre que c'est pas la même chose. Il y a beaucoup de gens qui croient au paranormal, ils n'ont pas forcément vécu, et des gens qui le vivent et qui, du coup, se mettent à le croire, et des gens qui le vivent mais ne l'interprètent pas comme paranormal et donc ne le croient pas. Donc, tous les cas de figure sont possibles. Et en plus, au niveau des recherches qui sont faites en psychologie et en sociologie, on se rend compte que c'est pas les mêmes personnes. Ceux qui croient et ceux qui vivent, c'est pas les mêmes. Donc, quand on regarde les profils, on a finalement trop peu de recul sur la question de la recherche sur les gens qui vivent ces expériences. On a des pistes, mais le problème, c'est qu'il y a une grande diversité des expériences et que pour chacune des expériences, on peut dessiner un profil qui est quand même différent. Alors, si on veut vraiment aller sur des points communs, on a des idées sur la place de une sorte de sensibilité, d'hypersensibilité qu'on va appeler transliminalité, c'est-à-dire une sorte de porosité psychique qui fait qu'on a accès davantage au matériel qui vient de l'inconscient, mais aussi à toutes les stimulations de l'extérieur. Ce sont des gens qui, par exemple, quand ils regardent un film, ils s'absorbent beaucoup plus dans le film ou dans le livre. Ils ont parfois un mélange entre imaginaire et réalité, ce qui ne veut pas dire que ce qu'ils voient est forcément une illusion, mais c'est ce type de fonctionnement psychique qui va être prédominant sur certaines expériences. Mais en fait, c'est pas vrai pour tous parce que il y a des expériences très différentes les unes des autres, et donc du coup, on n'a pas encore le profil type de ce côté-là. Si on regarde l'évolution de la pensée en général sur les phénomènes paranormaux, parce que je pense par exemple à votre livre Folie paranormale que j'ai juste devant moi, vous évoquez par exemple ce lien entre les expériences anormales, ou je dirais plutôt les expériences anomales, versus l'apparition du spiritisme. Et souvent, le discours sera calqué sur une espèce de culture populaire. Est-ce que vous voyez une évolution dans le discours justement de ces gens qui vivent des expériences anomales et l'évolution de la culture populaire tant sur les phénomènes de hantise, la perception extrasensorielle, voire peut-être même les enlèvements par des extraterrestres? Alors sur les évolutions, c'est assez difficile parce que ça dépasse un petit peu les compétences d'un psychologue. Et effectivement, moi j'ai été confronté à ça en étant peu formé finalement à ce regard un peu plus large.
Et c'est pourquoi, à la suite de mes travaux cliniques, j'ai poursuivi en allant regarder ce qui se passait du côté de l'histoire. Donc j'ai fait un livre sur l'histoire de la parapsychologie en France, en essayant de comprendre les rapports entre notre société des Lumières cartésiennes, qui a été fascinée, mais qui a également rejeté à différents moments le paranormal. J'ai ensuite été travailler avec des anthropologues et des sociologues sur pourquoi il y a plein de guérisseurs, médiums, voyants qui sont consultés, qui font partie finalement du tissu de la société, même s'ils sont considérés comme marginaux. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi on va les voir, en quoi ça aide. Et récemment, avec un autre Canadien, Eric Ouellet, qui est sociologue, on a dirigé un livre sur la sociologie anomalistique, donc cette sociologie de l'anomalie, de l'anomale, pour vraiment dégager ces perspectives collectives. Alors, pour répondre vraiment à la question, on peut voir qu'il y a différents courants qui vont s'emparer de ces sujets. Les courants les plus traditionnels sont des courants religieux, qui vont qualifier certains phénomènes de miraculeux, d'autres de diaboliques, et fermer la porte à certaines pratiques comme la magie, la divination, et l'ouvrir à la prière, par exemple. Donc, chaque religion crée une configuration d'interaction entre une société et le paranormal. Et dans chaque culture, il y a un montage particulier. Sauf que là, on est dans des versions où depuis l'origine des Lumières, depuis finalement le XVIIIe siècle, il y a une grande place pour la pensée scientifique. Et on voit toute forme de mélange, de chimère entre science et religion, spiritualité. Ça peut être le magnétisme animal avec son idée d'un fluide universel qui se communiquerait dans tout le monde vivant, qui aurait une influence astrologique, etc. Puis le spiritisme, qui est une autre tentative de mélange entre religion et science. Et puis on en arrive aujourd'hui, je pense, et c'est grosso modo, c'est pas sans rentrer dans les détails, à des formes de bricolage où chacun prend des bouts de spiritualité qui viennent d'Europe, mais également d'Orient, d'Afrique, d'Amérique du Sud, etc., prend des bouts de science, des sciences soit extrêmement rationnelles, soit un peu fantasmées, comme la physique quantique, de l'énergétique, des choses comme ça, et on va avoir un éventail beaucoup plus grand d'interprétations qui peuvent être favorisées ou pas, et donc finalement les gens sont peut-être plus perdus parce qu'il n'y a pas un grand courant qui décrit le paranormal. On peut avoir des interprétations soit très effrayantes, si on regarde le moindre film de poltergeist ou de hantise à la télé ou en série, c'est toujours effrayant, c'est toujours finalement en grand décalage avec la réalité de ce que les gens vivent, parce que c'est pas dangereux, ils ne se blessent pas, etc. Mais alors, ils ont toujours ce voile, cette image de quelque chose d'horrible. Donc on a finalement une influence culturelle, médiatique, globalisée grâce à Internet, qui vient offrir aux gens plein d'informations et de désinformations en même temps. Et tout ça, je pense que c'est déjà effectivement un travail d'information qui est à faire pour que les gens aient un bagage commun de comment penser de façon critique le paranormal, sachant que sur le plan scientifique, et notamment en francophonie, on connaît très mal les travaux qui sont surtout publiés en anglais ou en allemand. Donc du coup, les gens ont des repères qui sont quand même très fragiles. Votre dernière idée, en fait, soulève plusieurs questions. Dans un premier temps, vous évoquez les médias, vous évoquez la science. Alors, j'ai plein de questions. Est-ce que les médias, la façon dont les médias rapportent les phénomènes paranormaux, parce que, je sais pas comment ça se passe en France, mais ici, au Québec, en Amérique du Nord, on a vu, par exemple, arriver à la télévision une multitude d'émissions de pseudo-télé-réalité où on suit des chasseurs de fantômes. Et là, bien sûr, comme on médiatise cela, on donne une image qui, bien sûr, elle est loin de la réalité parapsychologique. Est-ce que cette couverture médiatique où on exploite le sensationnel, est-ce que cela a une influence sur les discours également qui sont entretenus par les gens qui affirment vivre du paranormal? En fait, ça n'a rien de très nouveau. Alors, on peut avoir l'impression que c'est une nouvelle vague, mais vous avez connu mieux que moi les années 70, où il y a eu d'autres formes d'intérêt autour du matin des magiciens, des choses comme ça. Donc, ce qu'on va retrouver, c'est que si on prend historiquement, globalement, l'argent investi par les sociétés occidentales dans le sensationnel, la diffusion du merveilleux médiatiquement, culturellement, c'est un budget qui est tellement, je ne sais pas, on pourrait dire 10 000 fois supérieur à l'argent qui a été consacré aux recherches sérieuses dans ce domaine. Donc c'est vraiment disproportionné. Notre société, elle vit sur une fascination pour le paranormal. Il n'y a rien qu'à regarder tous les blockbusters à base de super mutants avec des super pouvoirs, ou même les best-sellers comme Da Vinci Code qui joue sur tout l'occultisme, l'ésotérisme. Donc on est là-dedans.
tout en étant dans une sorte de rejet, en disant bah voilà, c'est bien rigolo, ça peut nous faire peur, ça peut nous faire rire, ça peut nous divertir, mais alors quand il s'agit de regarder ce qui se fait exactement sur le plan de la recherche scientifique, eh ben on va faire appel soit à effectivement des gens qui sont un peu des hurluberlus, qui sont pris dans des idéologies, soit à des sceptiques qui sont dans un déni en disant c'est tout à fait normal qu'on ne prenne pas ce sujet au sérieux parce qu'il n'y a rien à voir, il n'y a rien d'intéressant qui tient la route. Et donc le vrai discours des parapsychologues qui s'appuient sur l'état des connaissances scientifiques, qui progressent très lentement, mais il y a quand même des choses à dire, eh bien en fait il n'est pas répercuté au niveau des médias, en tout cas des médias de masse. Il peut y avoir des exceptions, on trouve en fait de tout, mais il y a tellement d'informations que c'est absolument noyé. Et bon, moi, je vais pas cracher dans la soupe. Il y a quand même beaucoup de journalistes avec qui j'ai eu l'occasion de discuter, avec qui on fait des émissions intéressantes. Mais globalement, c'est pas ce qu'on va retrouver sur un prime time ou effectivement sur les émissions un petit peu récurrentes. Alors en France, là, le dernier truc qui est sorti, c'est de prendre des youtubeurs, des rappeurs ou des gens comme ça, de les mettre dans des maisons où on a mis des trucages et de filmer leurs réactions de peur. Et ils doivent tenir le plus longtemps possible jusqu'à l'aube, jusqu'à que le soleil se lève. Et celui qui a eu le plus flippé a perdu et a un gage. Donc voilà, on est à ce niveau-là. Je pense que bon, y a rien à sauver, quoi. Ouais. Vous parlez de la communauté justement des sceptiques et comme vous côtoyez à la fois le milieu académique, milieu scientifique, la société de parapsychologie, vous avez évoqué l'IMI, que je connais également. J'ai eu la chance de visiter les locaux à quelques reprises. Mario Varvoglis m'avait permis notamment de manipuler les fameux moulages spirites qui ont fait là là, quelle chance unique. Oui. qui ont fait tant jaser. Oui, je garde un souvenir extraordinaire de cette expérience. Mais ça m'amène à une question. Comment expliquer, malgré les travaux qui sont faits de manière très rigoureuse par la Society for Psychical Research, par des chercheurs à travers le monde, comment expliquer disons, ce frein, cette réserve de la communauté scientifique dès que l'on parle de phénomènes paranormaux? C'est une espèce de levée de bouclier et évidemment, beaucoup d'entre eux disent il n'y a rien à voir, circuler, la parapsychologie, ce n'est que du fantasme. Vous expliquez comment cette dichotomie entre les milieux académiques bien pensants, entre guillemets, et les milieux de la recherche en parapsychologie. D'où vient ce schisme? C'est une question qui est très vaste. Je pense pas être le meilleur spécialiste de ça. C'est toujours quelque chose qui m'interroge. Bon, je peux citer Bertrand Meus qui a traité cette histoire du rapport entre les institutions et le paranormal sur 150 ans dans son livre Somnambulisme et médiumnité. Il y a déjà des différences à faire. C'est que vous avez parlé de communauté scientifique et de sceptiques. Et je dirais déjà, c'est pas la même chose. Hein. Les sceptiques, ça peut être un sous-groupe militant avec parfois un certain niveau de connaissances scientifiques, mais pas forcément représentatif de la communauté scientifique, notamment dans les méthodes ou les démarches qu'ils mettent en place pour acquérir les informations, vérifier les informations, c'est pas toujours fait. Et même dans cette communauté sceptique, j'ai des très bons rapports avec un certain nombre d'entre eux qui eux-mêmes sont amenés à dénoncer, hein, comme le faisait le sociologue Marcello Truzzi dès les années 70-80, le fait qu'il y a du pseudo-scepticisme. Il y a des gens qui sont engagés dans une lutte contre le paranormal pour des raisons personnelles. Par exemple, parfois c'est des expériences qu'ils ont mal vécues eux-mêmes. Parfois c'est le fait d'observer toutes les dérives qu'il y a autour du paranormal et des charlatans et des gourous, etc. Donc il y a plein de bonnes raisons de se méfier du paranormal, mais malgré tout, il y a des gens qui n'ont pas le niveau de compétence, d'information, d'avoir lu la littérature, d'avoir compris la littérature, d'être capable de discuter, d'analyser de façon critique un article, c'est absolument pas donné. Et donc, dans cette communauté sceptique, vous avez des gens très compétents avec qui on travaille, et puis d'autres qu'on est en train d'essayer de former, avec qui on essaie de dialoguer, mais la plupart du temps, ils se désintéressent du vrai sujet, c'est-à-dire où on en est au niveau des recherches, Par exemple, il n'y a pas eu de débat sur la publication de Ted Cardena en janvier 2018 dans American Psychologist, qui fait une synthèse de la littérature expérimentale en parapsychologie, en montrant que depuis plus de 30 ans, en prenant toutes les trames de recherche, tous les paradigmes d'études qu'on va avoir sur le rêve télépathique, sur l'utilisation d'états modifiés de conscience pour favoriser le psy, etc., on a des résultats dans chacun des paradigmes
en accumulant, eh bien, tout ça, c'est absolument pas discuté. J'ai vu aucun article en France, aucun sceptique qui a essayé de discuter, d'analyser. Mais moi, ça m'aurait intéressé d'avoir des avis critiques là-dessus. En fait, il y a absolument rien. Et c'est finalement assez étrange parce que même au niveau international, il y a rien à ce sujet. La seule réponse qui a été faite a été de dire on ne va pas discuter ces données parce que ce n'est pas pertinent. On sait de toute façon que théoriquement, ça ne peut pas exister. Ça irait à l'encontre de nombreux principes ou lois en physique. Donc, c'est très compliqué. C'est que la place que prend le paranormal dans la pensée occidentale, elle est très subversive. Elle va à l'encontre d'un certain nombre de choses et que finalement, la communauté scientifique, elle est partagée là-dessus. Il y a des gens qui y croient, des gens qui sont plus ou moins sceptiques, mais elle fait l'effet d'une certaine inertie. Hein. On refait ce qu'on nous a appris, on pense comme on nous a appris à penser, et on a du mal à intégrer le paranormal, notamment le fait qu'il n'y a pas de théorie explicative extrêmement satisfaisante de ce côté-là, dans l'ensemble de la pensée scientifique. Bon, c'est un petit bout de l'explication, mais il y a énormément de facteurs en jeu. C'est amusant parce que vous citez cette étude de Cardena. Moi, je l'avais évoquée à la radio parce que j'avais reçu un scientifique qui avait exactement tenu ce discours en disant on a plus d'un siècle de recherche en parapsychologie expérimentale et on n'a rien trouvé. Et bien sûr, j'ai dû rectifier le tir en disant non, on a des études qui ont été publiées pour lesquelles les résultats démontrent qu'il y a quelque chose qui se passe. On n'en connaît pas la mécanique, mais il y a visiblement quelque chose qui se passe. Vous avez évoqué l'IMI et je voulais revenir avant de vous quitter sur votre livre Enquête sur 150 ans de parapsychologie, qui est que j'ai aussi en rayon et qui est probablement l'un des meilleurs ouvrages écrits sur l'histoire de la parapsychologie. Principalement dans les milieux francophones. Et ce qui est frappant lorsque l'on prend connaissance d'un ouvrage comme celui-là, c'est de voir qu'au tout début, donc, cette recherche en parapsychologie, elle est née quand même un peu du mouvement spirit. Hein. D'abord, on veut savoir si on peut communiquer avec l'au-delà et ensuite, on commence à se poser des questions davantage sur l'humain et de ses capacités. Et ce que l'on constate assez rapidement, c'est que dans la première moitié, disons, du 20e siècle, vous l'avez mentionné, l'IMI a fêté l'an dernier son 100e anniversaire. Dans la première moitié du 20e siècle, on voit au sein de l'IMI, au sein de son comité, des gens qui sont des scientifiques professionnels, bien établis, qui ont pignon sur rue. On pense par exemple à Charles Richet, par exemple, lui-même, qui avait été récipiendaire d'un prix Nobel. Et puis voilà qu'à partir des années 50, on a une espèce de fossé qui se fait entre cette communauté scientifique et ses chercheurs. Est-ce que l'on sait s'il y a des éléments déclencheurs? Est-ce que c'est un mouvement? Est-ce que c'est une philosophie, une révolution dans la philosophie des sciences qui a amené finalement à faire ce fossé entre ceux qui s'intéressaient à la parapsychologie et ceux qui finalement l'ont rejeté complètement? C'est pour ça que j'ai vraiment, moi, consacré un livre, mais j'en ai été le premier lecteur, hein, plus que l'auteur, parce que cette question, elle est récurrente. Comment la société française, mais qui, à l'image d'autres, a pu se positionner face aux différentes vagues d'intérêt pour ces sujets. Je veux juste peut-être rectifier quelque chose. Effectivement, le mouvement spirit a pris beaucoup d'importance au milieu du 19e siècle, mais pour les intérêts scientifiques, en France, ils étaient déjà présents avant la Révolution française. Il y a eu le mouvement des tables qu'on dit tournantes, qui se déplaçaient, mais qui n'étaient pas forcément associées au contact avec les défunts. C'était un jeu de physique récréatif que tout le monde pratiquait à un moment où d'ailleurs on s'en vit pas mal en France. Et puis ça a déjà intéressé des physiciens qui ont produit des expériences, ont eu des déplacements de tables sans explication et sans faire intervenir forcément d'esprit. Et ensuite, comme l'Académie des sciences a refusé d'étudier cette question, elle a complètement éludé, il y a eu Allan Kardec qui a codifié une doctrine et à partir de là, c'est devenu quelque chose d'extrêmement populaire où les gens le pratiquaient dans une visée de contact avec les défunts. Donc c'est vrai qu'il y a toujours eu les deux courants qui étaient presque simultanés mais assez différents avec cette approche qui est très matérialiste, très rationnelle, voire très laïque du paranormal en disant la première hypothèse qu'on doit tester, c'est est-ce que ce ne sont pas des capacités latentes de l'être humain ou des êtres vivants. Et après, on peut aller vers d'autres hypothèses qui feraient appel à des influences extérieures, non humaines ou non vivantes, on pourrait dire, au minimum. Mais donc l'approche de la parapsychologie, elle est très distincte de celle du spiritisme par certains aspects, même s'il y a des acteurs communs, et même si la question de la survie après la mort, comment on pourrait
tester ça, avoir des preuves de ça, elle a occupé et elle occupe encore beaucoup de parapsychologues. Ouais, parce que Ensuite, oui, j'allais dire que vous avez évoqué cette histoire de table. Il y a très peu, par exemple, de critiques qui ont été faites à propos de l'expérience de Philippe le Fantôme qui avait été créée dans les années 70 par le Dr Owen et qui a été reprise ensuite avec des résultats assez similaires. Et encore récemment, l'université de la Colombie-Britannique, où dis-je, à Vancouver, a utilisé des Ouija pour essayer de comprendre un peu l'inconscient de l'information qu'on pouvait emmagasiner et finalement la livrer de manière inconsciente. Donc, on voit qu'on va récupérer des outils. Il y a des expériences qui sont produites avec des résultats. Malheureusement, il n'y a à peu près aucun écho dans la presse, si ce n'est parfois dans une espèce de presse scientifique, mais il n'y a pas de courroie de transmission entre ces publications scientifiques. Après, ça dépend. Moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses. Quand on regarde, il y a un des travaux que je fais, c'est justement pour la Parapsychological Association, c'est de récupérer toutes les références de travaux sur le paranormal qui sont publiés dans des revues non marquées, c'est-à-dire vraiment très généralistes dans plein de domaines. Et en fait, ça occupe tout le monde, ces questions d'expérience de réincarnation, de possession, de mort imminente, mais aussi la place qu'a pris le paranormal dans l'influence d'élites savantes, d'élites culturelles, d'artistes, etc. Ça occupe beaucoup de scientifiques. Après, ils sont obligés de prendre beaucoup de précautions parce que ça reste une question qui n'est pas toujours complètement comprise. Et en fait, ça dépend de là où on parle et de comment on en parle aussi, avec quelle rigueur on maîtrise son sujet. Le fait que la France a eu une apogée dans les années folles, les années 1920, et puis après que ça ait régressé et que ça n'a pas donné lieu, par exemple, à la création d'une unité académique. Bon, voilà, c'est effectivement un moment de creux. Mais il faut voir que le phénomène s'est déplacé parce qu'il y a eu une vague d'intérêt aux États-Unis, il y a eu des chaires universitaires aux Pays-Bas, en Allemagne, et maintenant, depuis les années 80, c'est tout le Royaume-Uni et l'Écosse, donc inclus, qui sont le fer de lance de la parapsychologie au niveau international. Donc en fait, le mouvement s'est jamais totalement arrêté, il se déplace, et culturellement, nous, on est plutôt de langue francophone, vous maîtrisez mieux l'anglais que nous, et moi je sais que mes collègues, ils lisent quasiment jamais des travaux en anglais sur ce sujet, et il y a un retard de 20-30 ans sur l'actualité de la recherche. Oui. Alors, on peut quand même espérer avoir l'ouverture d'esprit qui se fait à gauche et à droite, les médias sociaux qui de plus en plus en parlent, même si on fait souvent davantage l'apologie du fantastique et de l'extraordinaire, on peut quand même espérer de meilleurs jours pour la parapsychologie qui, effectivement, il y a eu une période de creux, et en particulier dans les pays francophones. Oui, alors on peut espérer que d'autres personnes nous rejoignent, soient mieux informées, vivent mieux ces phénomènes. Mais là où on en est actuellement, c'est qu'on essaie simplement de faire à notre niveau, à mon niveau, en fait, je vais dire tout simplement, j'essaie de former des étudiants qui sont psychologues cliniciens généralistes, mais qui ont entendu des choses de ce côté-là et qui seront prêts à accueillir des gens sans avoir une réaction de recul, de distance. J'essaie aussi de former des chercheurs qui vont explorer l'ensemble des boulevards en fait que ouvre cette question du paranormal, parce que ces expériences, on les comprend mal, on les connaît mal, et il y a énormément de choses qui sont très intéressantes à étudier. Et donc pour moi, je suis pour l'instant je suis aux anges, je profite vraiment, il y a vraiment plein de choses à faire. Moi-même, ayant fait ma thèse sur le sujet, bien sûr, j'ai pu passer pour un énergumène, un extraterrestre auprès de mes collègues, mais ça m'a jamais empêché de publier, de continuer, et finalement de faire carrière en ne faisant que des recherches sur le paranormal. Vous savez, Renaud Evrard, depuis quelques années, vous dominez un peu le milieu de la recherche en parapsychologie en France. En fait, il est difficile de consulter de la documentation française sur le paranormal sans voir le nom de Renaud Evrard. Vous le faites très bien. On n'est pas compte. Vous le faites très bien et continuez votre excellent travail. Ce fut très édifiant, très fascinant pour moi de discuter avec vous aujourd'hui. Encore une fois, un grand merci d'avoir accepté notre invitation au Radio X. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, bonne journée à vous. Bonne journée. Au revoir. Radio X Files. Radio X. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. « 21h49. Mon cher Christian, excellente entrevue avec le docteur Renaud Evrard, qui est psychologue clinicien. Plein de choses qu'on a appris. Les auditeurs ont été très, très, très heureux de l'entendre.
Ben, j'espère. Et ce qui est intéressant dans le discours, c'est qu'on voit qu'il y a quand même un optimisme. Hein, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on a... Il faut bien comprendre, Yannick, qu'autrefois, avant l'avènement de l'Internet, il y avait une espèce de filtre, un filtre dans l'information. Et ce filtre faisait que quand tu lisais de la nouvelle, que ce soit dans les médias écrits ou que ce soit dans les médias électroniques, tu avais toujours une espèce d'impression ou tu avais au moins une espèce de certitude qu'il y avait eu un filtre d'abord des éditeurs, des directeurs d'antenne pour s'assurer que l'information qui était véhiculée, qui était transmise, était une information de qualité. Aujourd'hui, on n'a plus ça et ça ne reviendra pas. Cette époque-là, elle est révolue. Aujourd'hui, avec l'avènement de l'Internet, il n'y a plus ce filtre-là. Tout le monde peut dire n'importe quoi. Et c'est un peu ce que, dans la conversation que j'avais avec Renaud Évrard, c'est un peu ça qui est le talon d'Achille du paranormal. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, sur l'Internet, sur différents blogs, tout le monde échange sur le paranormal. C'est un sujet qui est très populaire en Occident, hein, que ce soit ici en Amérique ou que ce soit en Europe. C'est un sujet qui est excessivement populaire. Les médias aussi ont compris l'intérêt de faire du paranormal, d'où la multiplication d'émissions de télé à grande écoute. Mais il n'y a plus de filtre. Et c'est à nous, en fait, des émissions comme la nôtre, à Radio X-Files, on essaie de donner aux gens ces fameux filtres. C'est-à-dire qu'il ne faut plus attendre que le filtre arrive par le média. Le média est maintenant sans filtre. Il faut que les gens apprennent à développer ces filtres-là eux-mêmes. Et c'est un peu ce que l'on essaie de faire. Et c'est un peu aussi ce que disait Renaud Évrard. Comment je pourrais dire? Le combat est inégal. C'est David contre Goliath. Hein. L'argent qui est investi ou les efforts qui sont investis pour présenter le paranormal de manière sensationnelle, il est sans commune mesure avec ce qui se fait de manière sérieuse. Et malheureusement aussi, ce qui se fait de manière sérieuse, comme l'a si bien mentionné Renaud Évrard, c'est malheureusement très souvent publié dans des périodiques anglophones, des périodiques spécialisés anglophones, et il n'y a pas d'écho vraiment dans la culture, dans les médias populaires, et encore moins dans les médias populaires francophones. Donc, on est un peu toujours à la remorque de ce qui se fait du côté des anglophones, et c'est pour ça qu'il faut toujours rester éveillé, et pour avoir une bonne vision de ce qui se fait dans le domaine du paranormal, il faut des gens comme Renaud Évrard et comme courroie de transmission. Il nous faut, nous, Radio X-Files, pour présenter ces sujets-là, pour que les gens puissent savoir qu'il y a, du côté du paranormal, il y a tout l'aspect sensationnel que déploient les médias, que présentent les médias, mais en même temps, il y a une recherche rigoureuse, sérieuse, qui se fait en coulisses et qui bien sûr, mérite d'être plus connue du grand public. Oui, les canaux spécialisés l'ont compris pour ce qui est du paranormal. Ils font rêver, ils font peur, ils font en croire n'importe quoi. Là, les gens sont là, OK, oui, il y a une vie après la mort, c'est donc bien le fun, on n'a plus rien à craindre. Après ça, les extraterrestres, ils ont bâti les pyramides. Puis là, c'est comme ça. Puis on dirait que les gens mordent assez facilement dans ce qui est fantastique, mais lorsqu'on raconte un peu ce que c'est que réellement l'affaire, on dirait que c'est un peu moins... c'est un peu moins le fun, ça donne un peu moins de frissons. Oui, ces émissions-là, très souvent, et puis en même temps, il ne faut pas non plus lancer la pierre. On peut toujours être critique, mais il faut quand même se rappeler que les médias, ce qu'ils souhaitent d'abord et avant tout, les réseaux de télévision spécialisés ou non, leur objectif premier, c'est de divertir. Donc, c'est pas tant d'informer que de divertir d'abord. Et c'est pour ça qu'on a toutes sortes d'émissions d'une qualité plus ou moins égale, qui présente toutes sortes de sujets. Mais je te l'ai souvent dit, Christian, moi, là, j'ai aucun problème avec ce type d'émission bullshit-là. Ce que je voudrais, moi, c'est qu'on le dise au départ. Ce que vous allez entendre, c'est pas nécessairement la réalité. Tu sais. Et c'est là, tu vois, on pourrait longuement parler de ça. C'est un peu ce qui me choque également. C'est-à-dire que j'ai pas de problème à ce qu'on nous présente une émission comme Nos ancêtres les extraterrestres, qui est du bullshitage du début à la fin. Ce qui m'étonne, par exemple, c'est on ne met pas en ligne, on ne met pas en place des émissions
où on va dire que c'est du bullshitage. C'est-à-dire que autant que tu as une émission qui s'appelle « Nos ancêtres les extraterrestres », ben il devrait y avoir une émission « Nos ancêtres pas les extraterrestres », tu comprends? Puis dans lesquelles on va nous expliquer que non, les pyramides n'ont pas été faites de cette manière-là, puis les pierres n'ont pas été déplacées de cette manière-là. Mais malheureusement, on ne trouve pas ça. Ou s'il y en a, c'est très peu par rapport au reste. Il n'y a pas d'équilibre. Et c'est vrai que les gens aiment mieux une vision très enchantée du monde. Quand on dit, par exemple, les extraterrestres ont construit tel ou tel monument, oui, il y a une vie après la mort, oui, les fantômes existent, on comprend qu'on nous présente une vision enchantée du monde. Et les gens ont besoin de ça. Ce rêve-là, il est important. Et c'est pourquoi les gens adhèrent plus aisément à ça. Puis en même temps aussi, dans bien des cas, pour bien comprendre ce qui se passe sur le plan du paranormal, il faut avoir des connaissances dans différentes disciplines. Pour comprendre le phénomène des ovnis, pareil, si je prends ce simple sujet-là, pour bien comprendre le phénomène des ovnis, disons des années 1940 à aujourd'hui, il faut avoir non seulement des connaissances dans le domaine de l'exobiologie, donc la vie extraterrestre, il faut avoir des connaissances en astronomie, il faut avoir des connaissances en physique, il faut avoir des connaissances également en sociologie, parce que beaucoup de décisions, beaucoup de mécanismes ou d'histoires ou de popularité autour d'histoires d'ovnis qui ont été véhiculées dans les années 40 ou 50 n'auraient pas les mêmes succès aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils correspondaient à des attentes dans le domaine de la science-fiction. Il y avait des choses qui étaient véhiculées à la télé. On était aussi dans la période de guerre froide. On n'avait pas. Mais souvent, les gens ont pas toutes ces connaissances-là. Moi, j'ai vu des jeunes, j'ai présenté des sujets dans des écoles. Et quand je disais à des jeunes, c'était la guerre froide, ils me regardent avec de grands yeux. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est la guerre froide. Donc, si tu sais pas ce que c'est la guerre froide, tu ne peux pas comprendre quel était l'intérêt des autorités américaines d'étudier la question des ovnis. Et tu comprends encore moins qu'on ait utilisé les ovnis pour dissimuler des projets d'espionnage avec des avions que les Américains mettaient au point, qui étaient utilisés par la CIA. Et c'est vrai également dans le domaine des esprits ou des fantômes. Hein. Si, par exemple, tu ne comprends pas pourquoi le spiritisme s'est développé de manière soutenue à la fin du 19e siècle, pourquoi c'est devenu une activité un peu bourgeoise, les gens se réunissaient dans des salons, on faisait tourner des tables, parce qu'on était bien avant l'époque de la radio ou de la télévision, ben, si tu ne comprends pas ces mécanismes-là, des mécanismes qui sont purement sociaux, hein, c'est des comportements humains, ça n'a rien à voir avec l'au-delà, c'est les comportements humains qui vont dicter des activités qui, elles, vont toucher le domaine du paranormal. Si tu es incapable de replacer ce contexte-là autour de ces événements-là, ben évidemment, ça devient un peu incompréhensible. Comment peut-on imaginer, par exemple, que William Lyon Mackenzie King, qui était l'ancien premier ministre du Canada, qui était un très, très grand premier ministre canadien, comment expliquer que quand il quittait la colline parlementaire à Ottawa, il s'en allait chez lui à la Maison Laurier pour s'adonner à des séances de spiritisme? Mm-hmm. On a comme l'impression, on se dit, mais c'est un monde qui est complètement fou, mais il y avait des mécanismes, il y avait une pensée sociale, il y avait des activités qui se faisaient en coulisses, qui étaient générées par des croyances de l'époque et qui ont bien sûr dicté ces comportements-là. Mais si tu ne comprends pas ça, si tu n'as pas toutes ces connaissances-là, pour remettre ces éléments-là dans leur contexte historique et sociologique, bien évidemment, les réponses simples, c'est de présenter le monde comme s'il était une version très enchantée de la réalité. Et là, ben, on adhère des extraterrestres qui construisent des pyramides, la survie de l'âme dans l'au-delà. Mon fils est la réincarnation d'un ancien pilote de la Deuxième Guerre mondiale, et etc., etc. Il y en a une multitude, une kyrielle de ces émissions-là, et elles sont très populaires. Je te souhaite un beau week-end enchanté. On se rejase la semaine prochaine avec les auditeurs. Oui, absolument. Bon week-end à toi aussi. Bye va chercher ta pelle. Salut! Salut! Bye bye. Radio X Files. Radio X.